Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ils sont définitivement neufs à briguer la magistrature suprême après que le Conseil constitutionnel a vidé le contentieux préélectoral vendredi dernier. Face au président candidat Paul Biya qui nourrit encore des rêves pour le Cameroun, 8 autres leaders politiques proposent des offres alternatives. Face à ces 9 candidats, le peuple, dans toute la puissance de sa souveraineté, va faire son choix le 7 octobre prochain. La CIAC-TV, dans la plénitude de sa fonction de service public, propose donc aux candidats ou à leurs représentants cette plateforme 100% présidentielle pour un débat profond et fécond. Projet contre projet, argument contre argument, pour donner aux électeurs toutes les clés pour se déterminer et choisir, en toute connaissance de cause, le candidat du cœur ou de la raison. Invité au débat ce soir, Cabral Libi, candidat du Parti Univers à l'élection présidentielle, coordonnateur du mouvement 11 millions de citoyens. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, M. Bihina. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Face à vous, Benoît Ndonsoumet, membre titulaire du comité central du RDPC, conseiller auprès du secrétaire général du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonsoir, Monsieur le ministre, et bienvenue. Bonsoir, M. Bihina. Bonsoir aux téléspectateurs. La première question vous a adressée Cabral Libi. Vous avez adressé une lettre aux 7 autres candidats de l'opposition, proposant même un schéma d'une primaire entre vous. Où en êtes-vous dans ce processus? Alors, permettez-moi, avant de répondre à votre question, de rebondir sur une chose que vous venez de dire. Vous avez dit « face à moi ». Dans le cas de ce débat. Alors, je voudrais savoir s'il est juste face à moi parce qu'il est assis en face ou c'est un face-à-face. Parce que si c'est un face-à-face, ça veut dire que votre émission ressemble à un piège à con, finalement. Parce que c'est quand même une drôle de coïncidence. Il y a une semaine, je crois, ou deux, il y a eu un candidat assis à ma place. Il avait face à lui un représentant du candidat absent. Il y a un autre candidat qui passe aujourd'hui. J'ai face à moi un représentant d'un candidat absent. Ça veut dire qu'après les 2 émissions, 2 candidats de l'opposition se sont exprimés, mais un candidat s'est exprimé 2 fois alors qu'il est absent par ses représentants. Je considère que si le communiqué du DG de la CIAC-TV que j'ai lu dit que cette émission est 100% présidentielle, je suggère donc, pour que nous continuions en toute sérénité, c'est avec beaucoup de respect que je l'ai en face de moi, que vous m'accordiez d'abord moi, le candidat, la possibilité de m'exprimer, puisque telle est la ligne de l'émission. Puis par la suite, vous permettrez aux représentants de l'autre candidat de me poser 1 ou 2 questions sur mon programme. Parce que, soit alors, si nous représentons, enfin moi je suis candidat et lui le représente un autre, vous allez donc partitionner le temps de parole, il décline le programme de son candidat, il achève, après je décline le mien ou vice-versa. C'est à vous de voir. Alors Cabral, on s'est entendu dès le départ, c'est un face-à-face sur la forme et sur le fond, sur votre offre politique, et vous permettiez qu'en face, que l'autre offre alternative, ce soir, que les Camerounais puissent se déterminer, que vous nous fassiez vos propositions, et qu'en face, qu'il y ait de la contradiction, ou pourquoi pas, de temps en temps, du consensus, puisqu'il y a des questions d'intérêt national qui donneront peut-être lieu à un consensus. On se comprend très bien. J'ai bien lu le communiqué du DG, professionnalisme et équité. Absolument. Je viens de relever l'inéquité qu'il y a déjà en 2 programmes. C'est-à-dire qu'un candidat s'exprime 2 fois alors que tous les autres, en tout cas tous les 2, ne se sont exprimés qu'une fois. Nous ne sommes pas au début de ce processus. Monsieur Bihina, en fait, c'est une chaîne de service public et j'ai vu à la suite de M. Ndonsoumet, le ministre de l'Enseignement supérieur, dont il sait que je suis salarié de l'université et qu'on y prélève la redevance audiovisuelle. Je dis encore que professionnalisme pour professionnalisme, nulle part au monde, on a vu dans une émission de pré-campagne un candidat en face à face avec un représentant de notre candidat durant une émission de 90 minutes. Non, ça n'existe nulle part. Vous ne pouvez pas le dire, Cabral. Je souhaite que nous débattions. Il y a des millions de Camerounais nous allons débattre. Il y a des millions de Camerounais qui nous regardent. Moi, je suis là par respect pour le peuple camerounais pour décliner mon programme. Et Cabral, l'horloge tourne, nous n'avons que 90 minutes. Mais faisons qu'on gagne un temps, M. Bihina. Entendons-nous sur les règles qui déclinent le premier son programme. Parce que moi, je ne réagirai pas au programme décliné par le représentant d'un candidat et je ne répondrai pas aux questions qui me seront posées, sauf 1 ou 2. J'ai accepté l'exception
sur mon programme après que je me sois exprimé. Vous avez c'est la aussi parole. simple que ça. Vous avez la parole, Cabral Libi, et vous avez la parole, et je souhaite que nous, par respect pour nos millions de téléspectateurs, que nous puissions enfin démarrer cette émission, parce que votre programme, il est riche. J'ai eu le privilège de le lire. Non, vous n'avez pas le droit de vous prononcer sur la richesse d'un programme, M. Bihina. Je suis un citoyen, donc je veux dire que la plateforme, elle est là, elle est donnée, il est donné maintenant de pouvoir s'exprimer, et puis vous avez la parole en premier, et nous sommes dans un débat d'idées, et permettez que nous puissions avancer. J'espère donc qu'on avance selon les règles bien comprises, c'est-à-dire que je vais décliner mon programme face aux Camerounais et en répondant à vos questions, vous, le journaliste professionnel. Mais si je suis dans un échange à bâton rompu, en ping-pong, avec le représentant d'un candidat, excusez-moi, ça veut dire que j'avais mal compris le message. Oh, nous nous sommes longuement exprimés, nous avons longuement échangé. J'accepte que M. Ndonsoumet par soit WhatsApp, contradicteur, par SMS, après. par tous les canaux de communication. Je crois qu'il était bien entendu que nous ferions cette émission en face à face. Mais si vous pouvez déjà répondre à la première question que je vous ai posée, parce que là, ce n'est même pas le ministre Ndonsoumet qui vous pose la question, pour éclairer les Camerounais sur le processus qui mène vers l'élection présidentielle. Excusez-moi encore, je présente encore mes excuses à vos nombreux téléspectateurs. Vous souffrirez qu'aujourd'hui, je sois ici comme candidat à l'élection présidentielle. Oui, vous l'êtes. Et que ce n'est pas un amusement. Et que je ne m'amuse pas. Parce que celui qui a le plus à perdre ici, c'est moi. C'est moi qui suis à la recherche de l'électorat. Donc quand je pose des conditions, vous ne pouvez pas passer vite comme si on était dans un amusement. Sauf à insulter mon intelligence et à estimer que ce que je dis manque de pertinence. Cabral Libi. Donc on s'entend sur les règles, M. Bihina. Et là, je ne m'amuse pas. Cabral Libi. Je vous dis, c'est moi le candidat à l'élection présidentielle. Ou alors je vous propose une passerelle. Je suis venu avec le professeur Nkumvondo. Il peut prendre ma place tout de suite. Et il fait l'émission avec M. Ndonsoumet. Ou alors, en première partie, je décline mon programme et M. Ndonsoumet pourra, je l'accepte exceptionnellement, me poser une ou deux questions. D'ailleurs, il est au ministère de l'Éducation de base. C'est une bonne occasion pour qu'il s'explique sur la promotion collective. Je suis d'accord, mais on s'entend clairement, M. Bihina. Est-ce que c'est si compliqué? Non, Cabral Libi, ça ne peut pas être le lieu ici, puisque vous et moi, nous avons longuement échangé au téléphone, par WhatsApp, par SMS. Nous nous sommes entendus sur le format de cette émission. Et ce n'est pas le lieu ici de venir refaire le format de l'émission en direct. Et je crois que vous avez toute l'attitude, à travers les questions que je vais vous poser, de décliner ce que vous proposez aux Camerounais. Et le ministre Ndonsoumet pourra réagir parce qu'il était entendu dès le départ qu'il serait votre contradicteur. Je dois donc comprendre que vous n'accédez pas à ma demande, M. Bihina, parce que, sauf à faire de cette émission autre chose que ce que le directeur général de la CRTV a dit, 100% présidentielle, émission entièrement créée pour que les candidats déclinent leur offre de société. Les candidats ou leurs représentants dans un schéma de débat contradictoire, parce que le débat nourrit la démocratie. Monsieur Bihina, il n'est pas écrit représentant dans le communiqué. Vous voulez que je vous le montre? Il s'agit bien des candidats ou de leurs représentants. Je ne refuse pas que vous receviez des représentants de candidats. Je vous dis simplement que moi, en tant que candidat, vous n'avez pas à me mettre sur le même pied d'égalité qu'un représentant de candidat. Dans la distribution du temps de parole, c'est logique, bon sang. Mais nous n'en sommes pas encore là. Qui vous a dit on en est là. Est-ce qu'on s'entend clairement? Parce que si on en était là, vous ne seriez pas en train de tirer de long en large. Mais vous avez la parole le premier. Je vous ai passé la parole le premier. Et nous nous sommes longuement entendus sur le format de cette émission. Nous nous entendons donc que je finis la première partie de l'émission, puisque vous commencez par moi, et puis vous ferez la deuxième avec M. Cabral. Bon, dans ce cas, M. Bihina, posez cette question. En direct. Vous ne pouvez pas venir redéfinir en direct le format d'une émission, alors que nous avons longuement échangé là-dessus. Alors, je propose que nous ne poursuivons pas cet échange en direct devant les millions de téléspectateurs. Si vous permettez qu'à ce moment-ci, nous puissions diffuser une des rubriques de cette émission, le temps que nous nous accordions définitivement. C'est à votre convenance. On va diffuser le match des électeurs que nous devions diffuser un peu plus tard. Le professeur Nkumvondo face donc au professeur Laurent Serge et Tundingwa, qui sont l'un et l'autre les soutiens de ces candidats à l'élection présidentielle.
Après avoir réussi avec brio l'examen de sélection de l'ECAM, les 9 candidats désormais en course pour un bail au Palais de l'Unité peaufinent leur projet de société, pierre angulaire de l'opération de charme que constituera la campagne électorale. Les défis de la paix et de la prospérité y auront une place de choix. À titre d'illustration, alors que le projet de société du Pour ça. Je veux bien que je sois le Benjamin comme tête. Le professeur Nkumvondo face au professeur Laurent Serge Tundingwa, c'est mon choix. Alors manifestement, nous sommes à l'antenne, alors que je demande donc au réalisateur de nous diffuser cette rubrique de l'émission. C'est mon choix, le match des électeurs entre le professeur Nkumvondo et le soutien président du parti Univers qui a investi le candidat Cabral Libi et le professeur Laurent Serge Tundingwa, soutien du président Paul Biya. On continue l'émission avant l'émission, on va le dire ici, on va finir par s'accorder. En attendant, donc, je demandais au réalisateur de nous diffuser une des rubriques de cette émission. C'est mon choix, le match des électeurs. Bon, à défaut d'avoir le match des électeurs, on va diffuser donc ce QFD, ce qui fait débat, le temps que nous nous accordions définitivement et que nous puissions poursuivre en toute sérénité, puisque des millions de Camerounais d'ici et de la diaspora nous regardent. Je rappelle que la diaspora, c'est 13 000 électeurs. Au Cameroun, c'est environ 6,5 millions d'électeurs qui devraient se déterminer au terme de cette série de débats que nous faisons. On va donc regarder ce sujet en attendant. Après avoir réussi avec brio l'examen de sélection de l'ECAM, les 9 candidats désormais en course pour un bail au Palais de l'Unité peaufinent leur projet de société, pierre angulaire de l'opération de charme que constituera la campagne électorale. Les défis de la paix et de la prospérité y auront une place de choix. À titre d'illustration, alors que le projet de société du candidat Adamou Damjoya ne sera disponible que la semaine prochaine, 100% présidentiel a eu la primeur de son approche du défi de la paix par le truchement d'un membre du bureau politique de l'UDC. Jean-Claude Soptieux Capchouang, joint au téléphone. Il faudrait qu'on ait suffisamment du courage pour se regarder les uns et les autres, connaître les faiblesses de chacun, reconnaître les forces de chacun et savoir que le point de convergence, c'est la construction de la République. Et lorsqu'il est question de construire la République, chaque Camerounais, chaque citoyen doit apporter sa contribution pour que la paix soit consolidée. Sur le sujet, Joshua aussi
dont le projet de société sera rendu public demain mercredi à Douala, propose le retrait en caserne de l'armée dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, l'organisation d'un forum national de réconciliation semblable à la commission Vérité et Paix en Afrique du Sud, forum qui débouchera sur une réforme constitutionnelle qui enlèvera les pouvoirs des mains des individus pour les donner aux institutions. Quant au défi de la prospérité, le candidat aussi mise sur un programme économique qui aura pour socle le fédéralisme, système générateur d'autonomie de gestion des différents États. Une approche innovante de la lutte contre la corruption avec accent sur la prévention via une vaste informatisation dont le secrétaire national à la communication du SDF, Denis Kemlemo, vante les mérites. Ça va amener les gens à être plus rigoureux dans la gestion des finances publiques. Je donne l'exemple, le fichier des fonctionnaires. C'est un problème au Cameroun parce que ce n'est pas informatisé. Donc, c'est ça qui va créer la richesse et aussi, on va avoir une économie transformationnelle, c'est-à-dire produire ce qu'on consomme. On doit réformer nos systèmes d'éducation complètement. Parce qu'on doit quitter d'un système qui privilégie le diplôme à un système qui privilégie le savoir-faire. Le candidat Adamou Damjoya a une approche différente que présente au téléphone Jean-Claude Soptieu-Kapchouan, membre du bureau politique de l'UDC. La prospérité ne peut être possible que si et seulement si, dans un cadre de dialogue républicain, les agrégats économiques, je dis bien les agrégats économiques, doivent être conjugués pour permettre une mobilisation citoyenne et élaborer des plans de développement adéquats et des plans économiques adéquats pour permettre aux citoyens et aux citoyennes de participer, n'est-ce pas, au développement économique de notre pays. Les avis de vos invités sur le plateau enrichiront certainement ce remue-ménage sur ces deux problématiques qui font débat. Aimé Robert. De nous avoir déroulé ce fil rouge de notre débat ce soir. Donc, je posais une question à Cabral Libri en rapport avec le processus de la candidature unique de l'opposition. Vous pourriez me donner une réponse puisque vous avez écrit aux 7 autres candidats de l'opposition. On va dire, vous avez même proposé le schéma d'une primaire entre vous. Il y a eu des progrès dans l'intervalle? Absolument. D'abord, je vais faire mes excuses à vos nombreux téléspectateurs pour cet incident. Et sur le conseil du professeur Nkumbondo, je vais continuer l'émission. Et pour répondre à votre question, effectivement, lorsque le conseil électoral de l'ECAM a publié la liste des candidatures arrêtées, j'ai adressé des correspondances aux autres candidats de l'opposition, leur suggérant que nous nous retrouvions rapidement afin que nous déterminions un mécanisme par lequel l'un d'entre nous pourrait porter une coalition jusqu'à la victoire électorale. Les correspondances ont été adressées, des échanges ont été entamés et ces échanges sont en cours. Toujours est-il, j'aime souvent à le rappeler, la coalition n'est pas un projet de société non plus. De 92, d'ailleurs, il est souvent dit. Moi, j'étais plus jeune, j'avais 12 ans, qu'en 92, M. John Fundi avait gagné l'élection. Il y avait 13 candidats. Et d'ailleurs, de 92... Il avait gagné selon lui, hein, puisque le résultat officiel... Je l'ai souvent entendu. Et même, il est démontré que de 92 à maintenant, les 3 premiers ont souvent engrangé plus de 92% des voix. Ça veut dire qu'en réalité, pluralité de candidatures n'a jamais véritablement entraîné émiettement des suffrages. Donc, le président sortant peut très bien être battu par un des 8 candidats de l'opposition. Et pendant que les échanges sont en cours, chacun des candidats continue à exposer son projet de société, continue à travailler. Nous, au Parti Univers, nous continuons ce que nous savons faire, le travail de proximité,
avec nos équipes de terrain, les meetings, les réunions. Nous privilégions véritablement la proximité dans les coins reculés, les villages. On va continuer de suivre ce feuilleton. Alors, une question personnelle que je voulais vous poser, je me suis renseigné sur vous, je me suis laissé dire que vous êtes un amoureux de la lecture. Quelqu'un m'a avancé le chiffre de plus de 1000 ouvrages dans votre bibliothèque. Donc, j'imagine que vous avez lu les leçons du pouvoir de François Hollande. Dans un chapitre de cet ouvrage, François Hollande parlant de la statue d'un candidat à l'élection présidentielle. François Hollande dit, lorsqu'on est candidat à l'élection présidentielle, on doit déjà se mettre dans la peau d'un chef d'État parce que ça peut advenir. Alors, je voulais vous demander, vous y êtes, vous vous mettez déjà dans cette peau-là, vous y pensez, vous vous projetez. Je crois qu'à moins d'être un candidat fantaisiste, il est difficile de vivre le contraire. Parce que si on est sérieux dans la démarche, c'est un travail préalable. Il y a un travail de fond qu'il faut faire avec ses équipes. Vous inventez le pays en quelque sorte. Le projet de société, c'est cela. Comment nous comptons gouverner un pays? C'est donc un travail de fond. Et puis, vous avez des équipes dans votre suite, dans votre entourage, que vous devez diriger, que vous devez organiser. Donc, il y a déjà évidemment un travail test, si vous voulez, de leadership que vous exercez d'entame. Donc, c'est effectivement un travail prenant, un travail sérieux. Donc, j'ai envie de dire que ce que le président Hollande a dit, de mon point de vue, est une vérité de la palisse, à moins, évidemment, d'être un candidat fantaisiste et ne l'étant pas, je ne saurais vous en dire davantage. C'est que vous n'êtes pas. Alors, monsieur le ministre Benoît Ndong Soumet, membre titulaire du comité central du RDPC, conseiller auprès du secrétaire général du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, on le voit toute la semaine, le RDPC a rodé sa machine, vous avez réuni les femmes, vous avez réuni les jeunes, et puis toutes vos délégations permanentes sont en mouvement sur le terrain. Je rappelle rapidement les précédents résultats de votre candidat, le président Paul Biya. En 2011, il a fait 77%, en 2004, il a fait 70%, en 97, il a fait 92%, 92, il y a très longtemps, il a fait 39%. Alors, dans votre discours officiel qu'on entend, on l'a encore attendu il y a quelques jours du secrétaire général adjoint, le ministre Grégoire Ona, que le RDPC veut bien gagner. C'est quoi bien gagner pour vous? C'est de faire aussi bien qu'en 2011 ou mieux? C'est quoi bien gagner? C'est bien gagner, ce serait quoi? On gagne lorsqu'on a la majorité des voix. C'est la légalité. C'est l'ordre légal des choses. Si on a la majorité de voix, parmi les 9 candidats, on est le vainqueur. C'est comme ça que ça se passe au Cameroun. Bien gagner renvoie à notre concept. Bien gagner renvoie à la légitimité. Lorsqu'on gagne avec, comme en 2011, avec 77 ou 78, c'est déjà bien gagné. Ça signifie que sur 100 Camerounais, 78 estiment que là, monsieur, non, ce n'est pas vous, c'est plutôt derrière vous là. C'est vous qui devez être notre leader, notre dirigeant. Donc, on gagne bien gagner signifie avoir un score élevé. Ça permet de mettre fin à des spéculations qui très souvent manquent de fondement. Ça permet de mettre fin à des déclarations si multiples Camerounais qui, sans être mandatés par le peuple, parlent au nom du peuple. Le peuple camerounais pense que le peuple camerounais a dit que, alors que le peuple camerounais n'a mandaté personne. Et vous pouvez voir en 2011, on a éteint l'un des aspects des préoccupations de l'opposition. On disait, le deuxième avait fait 10%. Non, si on laisse voter la diaspora, vous verrez que les chiffres seront différents, etc. On a vu les chiffres de nos adversaires à la diaspora. Je ne vous les rappelle pas, vous les connaissez, c'était des chiffres ridicules. Alors on verra encore cette année, il y a environ 13 000 Camerounais qui sont inscrits. Et vous remarquez, s'il vous plaît, qu'à ce jour, on n'a plus jamais parlé de ça. Donc ça sert de bien gagner. Quand on gagne bien, ça met fin à certaines polémiques. Alors justement, en voulant bien gagner dans votre stratégie là-bas, à la permanence du parti, au quartier du Lac, est-ce qu'il y a
un candidat à l'opposition, ou deux, ou trois, peut-être Cabral, peut-être Maurice Kamto, peut-être Joshua aussi, qui vous empêche de dormir, à l'endroit duquel vous élaborez des stratégies précises, ou bien pour vous... Le formalisme juridique met en face de nous 8 candidats. Nous avons dans notre philosophie de fonctionnement du respect vis-à-vis de tous les candidats. Et nous n'élaborons pas nos stratégies en fonction de tel ou de tel candidat. Nous ne regardons pas l'adversaire, nous regardons nos stratégies de campagne. Nous voulons gagner et nous travaillons tous les jours, depuis que le corps électoral a été convoqué. Nous travaillons pour gagner et pour bien gagner, quel que soit l'adversaire en face. Nous avons beaucoup de respect pour eux, nous voulons gagner et nous voulons bien gagner. Alors, messieurs, je voudrais vous convier à suivre de nouveau cette mise en perspective de notre débat de ce soir, avec un fil conducteur, un fil d'Ariane, comment relever les défis de la paix et de la prospérité. C'est ce qui fait débat. C'est QFD. Rodrigue Bertrand Tueno. Après avoir réussi avec brio l'examen de sélection de l'ECAM, les 9 candidats désormais en course pour un bail au Palais de l'Unité peaufinent leur projet de société, pierre angulaire de l'opération de charme que constituera la campagne électorale. Les défis de la paix et de la prospérité y auront une place de choix. À titre d'illustration, alors que le projet de société du candidat Adamou Damdjoya ne sera disponible que la semaine prochaine, 100% présidentiel a eu la primeur de son approche du défi de la paix par le truchement d'un membre du bureau politique de l'UDC. Jean-Claude Soptieux Kapchouang, joint au téléphone. Il faudrait qu'on ait suffisamment du courage pour se regarder les uns et les autres, connaître les faiblesses de chacun, reconnaître les forces de chacun et savoir que le point de convergence, c'est la construction de la République. Et lorsqu'il est question de construire la République, chaque Camerounais, chaque citoyen doit apporter sa contribution pour que la paix soit consolidée. Sur le sujet, Joshua aussi, dont le projet de société sera rendu public demain mercredi à Douala, propose le retrait en caserne de l'armée dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, l'organisation d'un forum national de réconciliation semblable à la commission Vérité et Paix en Afrique du Sud, forum qui débouchera sur une réforme constitutionnelle qui enlèvera les pouvoirs des mains des individus pour les donner aux institutions. Quant au défi de la prospérité, le candidat aussi mise sur un programme économique qui aura pour socle le fédéralisme, système générateur d'autonomie de gestion des différents États. Une approche innovante de la lutte contre la corruption avec accent sur la prévention via une vaste informatisation dont le secrétaire national à la communication du SDF, Denis Kemlemo, vante les mérites. Ça va amener les gens à être plus rigoureux dans la gestion des finances publiques. Je donne l'exemple, le fichier des fonctionnaires. C'est un problème au Cameroun parce que ce n'est pas informatisé. Donc, c'est ça qui va créer la richesse et aussi, on va avoir une économie transformationnelle, c'est-à-dire produire ce qu'on consomme. On doit réformer nos systèmes d'éducation complètement. Parce qu'on doit quitter d'un système qui privilégie le diplôme à un système qui privilégie le savoir-faire. Le candidat Adamou Damdjoya a une approche différente que présente au téléphone Jean-Claude Soptieux Kapchouang, membre du bureau politique de l'UDC. La prospérité ne peut être possible que si et seulement si, dans un cadre de dialogue républicain, les agrégats économiques, je dis bien les agrégats économiques, doivent être conjugués pour permettre une mobilisation citoyenne et élaborer des plans de développement adéquats et des plans économiques adéquats pour permettre aux citoyens et aux citoyennes de participer, n'est-ce pas, au développement économique de notre pays. Les avis de vos invités sur le plateau enrichiront certainement ce remue-ménage sur ces deux problématiques qui font débat. Aimé Robert.
Merci une fois de plus, Rodrigue Bertrand-Tué. Nous rentrons de plein pied dans le cœur de notre débat, dans le vif du sujet, avec un des enjeux majeurs de cette élection, notre sécurité collective, notre avantage compétitif, la paix mise en danger par des séparatistes dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et de l'avis de tous les experts, l'élection présidentielle est un moment de vérité, de clarification. Et autant dire que certains entrepreneurs politiques au Cameroun continuent de louvoyer, alors que le moment est venu de se déterminer. Et je voudrais prendre cette crise dans le nord-ouest et le sud-ouest par un des premiers défis immédiats. Nous sommes à 2 semaines de la rentrée scolaire et de nouveau, la menace plane sur des jeunes Camerounais privés d'éducation. Il serait 50 000, selon certaines statistiques, privés de leur droit à l'éducation depuis 2 années. Et de nouveau, la menace plane à 2 semaines de la rentrée scolaire. Candidat Cabral Libby, comment vous déterminez par rapport à cet aspect de ce problème complexe? Le problème anglophone. Oui, la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. La crise anglophone. C'est une crise effectivement sérieuse. Et c'est avec beaucoup de gravité que je l'évoque toujours. Pour être allé à Batibo, en particulier, j'aime toujours à le rappeler. Selon qu'on évoque cette crise ici, selon qu'on y va, quand vous entrez dans une ville comme Batibo, et que vous trouvez une ville fantôme, quand pendant que vous y êtes, ça commence à tirer de partout et que vous êtes obligé de passer 2 heures sous un lit, et que lorsqu'enfin vous sortez de là, vous devez enjamber un corps sanguinolent qui vient de tomber sous une balle, vous comprenez que ce n'est pas un amusement, ce n'est pas un jeu. Et c'est le lieu de saluer toutes les mémoires de ceux qui sont tombés. En premier, les forces de l'ordre, pour avoir échangé avec eux. Ils vivent une situation difficile. Vous savez, c'est très compliqué lorsque vous êtes exposé, vous êtes derrière des sacs de sable et que vous devez combattre contre des gens qui, eux, sont dissimulés dans la brousse et qui sortent de temps en temps pour vous attaquer. C'est très compliqué, ce qui s'y vit. Et nous pensons que, évidemment, on pourrait revenir sur les causes, mais il faut dire de façon lapidaire que c'est la conséquence de la négligence et de l'arrogance. Mais au point où on en est, il faut trouver des solutions. Et vous êtes candidat à l'élection présidentielle? Et pour nous, c'est 4 mesures, ou 4 trains de mesures. D'abord, le dialogue. Ensuite, le désarmement. Ensuite, la régionalisation effective de l'État. Puis, la révolution linguistique. Je peux parcourir rapidement les 4 points. En ce qui concerne le dialogue, ici comme ailleurs, on sait peut-être quand une guerre a commencé, c'est toujours difficile d'y mettre fin. Parce qu'à un moment, la guerre continue, non pas parce qu'on a des revendications, comme celle du départ, mais davantage parce qu'on venge un frère ou un collègue qui est tombé sous une balle. Donc, il faut immédiatement reprendre le dialogue, ce qui n'est pas chose facile. Parce que ce dialogue a été rompu par le passé, par le gouvernement, qui s'est privé d'interlocuteurs. Et de deux, on va revenir. Qui s'est privé d'interlocuteurs. Et il faut maintenant qu'il y ait de nouveaux interlocuteurs. Et je salue au passage l'initiative qui a été celle du cardinal Toumi. Vous dites qu'on va y revenir. Ça peut être celle d'un prélat ou des chefs traditionnels. Alors, le deuxième point après le dialogue? Le deuxième point après le dialogue, c'est le désarmement. Il est clair qu'on ne peut plus continuer comme ça. Pour moi, c'est dialogue ou désarmement d'ailleurs. Je mets les deux, dialogue ou désarmement. Parce que dépose les armes en premier? Non, mais évidemment. Les bandes désarmées? Non, mais attendez, c'est moi qui ai parlé de désarmement. Quand on parle, on ne désarme pas un État. On est déjà d'accord que lorsque vous parlez de désarmement, ce n'est pas l'État que vous allez désarmer. Mais l'État cesse évidemment de tirer lorsqu'il n'y a plus de gens qui tirent. C'est pour ça que les deux vont ensemble. C'est-à-dire il faut que les bandes armées déposent les armes et retrouvent le chemin du dialogue, quitte à ce que les bases de ce dialogue soient saines et qu'un climat, une atmosphère de confiance règne. Troisième point. Le troisième point, c'est la régionalisation. En réalité, je n'invente pas la roue, parce que l'esprit de la régionalisation réside déjà dans la Constitution d'il y a, vous pouvez compter le nombre d'années, 1996, tout au moins. Et d'ailleurs, subséquemment à cela, en 2004, il y a eu des lois portant dispositions communes aux régions, dispositions communes aux communes. Mais vous savez très bien que c'est des lois qui comptent pour du beurre, parce que les conseils régionaux n'ont jamais véritablement vu le jour. Nous pensons que la crise anglophone n'est pas tant une crise séparatiste ou une crise fédéraliste, c'est une crise autonomiste. Les anglophones, pour la plupart, nostalgiques
de la période, tout au moins si nous prenons à partir de 61 du fédéralisme, sont nostalgiques de la période où ils s'assumaient, ils s'auto-assumaient, et ils ont l'impression, et les frustrations se sont amoncelées depuis 1972 qu'ils sont assimilés. Les signaux ont été donnés, comme d'habitude, négligence et arrogance leur ont été réservés. Ça a débouché sur cette question. Il faut aujourd'hui décongestionner effectivement, passer de la proclamation et de la déclamation à l'effectivité. Visiblement, ce n'est pas ceux qui nous gouvernent qui vont y arriver. Et puis, quatrième point, la révolution linguistique. Parce que ce qu'on ne dit pas suffisamment, c'est que la langue est un marqueur. Elle détermine la personnalité, elle structure la personnalité, et c'est un indice d'appartenance. Et il y a donc un fondement culturel derrière la langue. Nous devons donc, de notre point de vue, sortir de la captivité francophone, anglophone, en créant la troisième voie, qui est l'émergence des langues nationales, en les enseignant au primaire, au secondaire et davantage au supérieur. D'ailleurs, sur la question, il y a une amorce. Nous ne partons pas d'un terrain vierge. Je crois que depuis 2009, il y a une expérience qui est faite avec la création à l'école normale supérieure d'un département de langue et culture nationale, bien qu'on soit parti où l'on cherche des candidats. Il y a des places ouvertes, disponibles, mais il n'y a pas suffisamment de jeunes Camerounais qui... Je n'en suis pas si sûr, parce que de toute façon, il n'y a que 3 langues qu'on apprend là-bas, c'est-à-dire le Beti, le Bassa, d'ailleurs le Wondo, je crois, le Bassa et une autre langue de la région du Centre. On est très loin de 360, en tout cas les 280. Mais même dans ces langues qui sont enregistrées par la Société linguistique internationale, SIL, ou internationale linguistique. Donc, il y a un véritable travail qu'il faut faire de ce côté-là. D'ailleurs, de l'avis même des experts de ces départements, pour rattraper le gap, il faut 8000 enseignants. Donc, ce ne sont pas les 23 là qu'on veut prendre dans le dernier concours qu'on a lancé, qui vont résoudre ce problème. Nous pensons donc que selon les 3 aires linguistiques qu'il y a au Cameroun, il faut créer 3 instituts. Dans ces 3 aires linguistiques, 3 instituts de langue et culture nationale, d'ailleurs qui vont élaborer un guide d'interculturalité qui servira d'encyclopédie de nos cultures et traditions. Merci. Pour nous, ces 4 leviers permettent de sortir, mais alors définitivement, de cette crise. Merci pour ces éclairages. J'étais très attentif à ces explications parce que j'ai lu votre projet de société, les 11 points de votre projet de société. Et le premier point porte sur ce que vous appelez un cadrage étatique qui répond aux attentes des citoyens. J'étais curieux de savoir ce que recouvre ce cadrage étatique. Je dois comprendre que pour vous, c'est une régionalisation effective. C'est ça? Entre autres. Un cadrage étatique qui répond aux attentes du peuple. Il fallait tout lire. Hein. Ou alors vous avez sélectionné. Alors, monsieur le ministre, on va y aller. Voilà 4 points dans lesquels, j'imagine, vous vous reconnaissez dans certains de ces points. Mais il y a aussi, de manière latente, beaucoup de critiques sur le fait que le gouvernement ne serait pas allé suffisamment loin dans le dialogue, dans la régionalisation, dans la révolution linguistique. Il y a certainement eu des esquisses selon le candidat. Alors, M. Bina, je vais intervenir sur les 4 points. Mais je voudrais d'abord, je ne vais pas dire corriger, disons, je préfère dire, je veux noter ma différence de perception sur un certain nombre de choses sur lesquelles M. Libi s'est exprimé. D'abord, il a commencé par dire que ce qui se passe dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, c'est les conséquences de l'arrogance du gouvernement. Mais, M. Libi, les faits sont là. Nous pouvons faire des commentaires, mais les faits sont têtus. Vous savez bien, vous avez une bonne culture. Vous savez bien qu'au départ, il y avait un certain nombre de revendications socio-professionnelles concernant certaines activités. Le gouvernement a pris des mesures de réponse à ces revendications. Voilà le ministre de l'Enseignement supérieur qui est là, qui a été particulièrement interpellé sur certains points. En cours d'exécution des mesures prises par le gouvernement, les revendications se sont accrues. Le gouvernement n'a pas reculé, il n'est pas resté sur place, il a donné des réponses à ces revendications. Peu de temps après, les revendications se sont encore accrues. Il y a eu 3 niveaux de revendications inattendus
tel au départ. Et le gouvernement a toujours réagi. C'est pendant que le gouvernement était en train de répondre à ces demandes socio-professionnelles qu'on se rend compte qu'on est passé de la contestation sociale qui est reconnue dans nos textes de loi à des attaques à la remise en cause de l'ordre social qui est le siège sur lequel reposent toutes les activités d'une république. Donc, je ne pense pas qu'il soit exact de dire qu'il y a eu arrogance. Il n'y a pas eu arrogance, Monsieur Liby. Le gouvernement a fait ce qu'il fallait faire. Mais la vérité, c'est quoi, Monsieur Liby? Et vous devez certainement le savoir, mais vous omettez de le dire. Il y avait un agenda caché. Il y avait un agenda caché qui est venu se greffer sur ces revendications-là. C'est pour ça qu'en dépit de la bonne réaction du gouvernement, le programme s'est poursuivi comme si le gouvernement n'avait rien fait. C'est bien de ça qu'il s'agit. Cette affaire est préparée de longue date. Voilà sur ce point. Sur le dialogue, là-dessus, je félicite la sagesse de M. Liby, qui comprend fort bien qu'on ne peut pas désarmer un État. Je reprends ses propres mots. Ce n'est pas ces mots-là que j'avais à la bouche, mais je préfère reprendre ses propres mots. L'État est de manière permanente et de manière institutionnelle en position d'inégalité juridique par rapport aux particuliers. Et la base doctrinale de cette situation juridique consacrée dans tous les États du monde, c'est parce que l'État est le garant de l'intérêt général. Monsieur Biyina, pendant que vous avez des préoccupations du genre je dois acheter une montre à mon épouse, je dois acheter des chaussures à mon enfant, l'État, lui, il pense au bien-être de tous les Camerounais. C'est pour ça que toutes les constitutions du monde, tous les blocs de l'égalité du monde entier dans tous les États du monde mettent toujours de manière institutionnelle l'État en position d'inégalité juridique par rapport aux autres citoyens, parce qu'il est le garant de l'intérêt général. Et dans cette garantie de l'intérêt général, on ne peut pas garantir l'intérêt général si on est désarmé. C'est pour ça que l'État a le monopole de la violence légale. Et le bras armé de la violence légale, c'est les forces de l'ordre, c'est les forces de sécurité. Lorsqu'on viole la légalité républicaine, on s'expose à la violence légale. C'est pour ça que ceux qui parlent de cette conférence sur le dialogue, je suis tout à fait d'accord avec eux. Alors, puisque vous mais alors, s'il vous plaît, mais alors, comment font-ils? Ou bien c'est des menées populistes? Peut-on prétendre que l'État dépose les armes en premier? C'est inenvisageable. Est-ce des illuminés? Ou bien ils font exprès? Ou bien c'est du populisme? Alors, puisque vous êtes tous les deux d'accord sur le monopole de la violence physique légitime de l'État, parlant du dialogue, le dialogue, il a connu plusieurs séquences. Vous éviterez par la suite de me faire dire des choses. Puisque ce dialogue a eu plusieurs séquences, j'imagine que du point de vue du gouvernement, le dialogue est continu, mais il y a comme une demande d'une forme de dialogue aujourd'hui. Il y a eu certainement des séquences, des temporalités dans ce dialogue, avec des ministres qui sont rendus là-bas, tenant entre guillemets des conseils de cabinet, puisque c'était de fortes délégations ministérielles. Il y a eu la commission Moussongué. Il y a même, je suis en mesure de le dire, des échanges informels, parfois, entre les différents partis, à des niveaux très élevés. Donc, le contact n'a jamais été totalement rompu. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, il y a une demande insistante de la part d'un certain nombre d'acteurs, notamment dans le cardinal Toumi, qui est accompagné par un certain nombre d'acteurs de cette conférence générale anglophone, qui serait la troisième. Il y avait une première date qui manifestement n'arrangeait pas tout le monde. Il y a une deuxième date maintenant, le 21 et le 22 novembre. Le gouvernement dit oui, mais à cette conférence générale anglophone. Mais oui, le gouvernement, le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication a été clair là-dessus. Toute initiative est bonne à prendre, mais il faut faire attention au préalable. Je me suis déjà exprimé sur le premier point, à savoir que l'armée dépose d'abord les armes. C'est du populisme. Supposons que ces préalables, le deuxième point, qu'on n'exige plus ces préalables, qu'on ne demande plus la libération des
prisonniers. Des libérations de prisonniers, des gens qui ont égorgé, qui ont assassiné. Supposons qu'ils prennent acte du fait que le gouvernement ne peut pas considérer cela. Oui. Le gouvernement va donner son feu vert à cette conférence générale. Il se pose un autre problème. C'est qui l'interlocuteur en face? Dans le camp des irrédentistes, parce que je préfère les appeler comme cela, dans le camp des irrédentistes, ce n'est pas la grande harmonie là-bas, puisqu'ils se sont transformés en bandes armées. On n'identifie plus une lutte idéologique, on n'identifie plus un objectif d'une action. C'est des bandes armées qui pillent, qui tuent, qui font des rapines chez les citoyens, dont ils prétendaient défendre les intérêts. Et il y a donc ce problème-là, c'est lui. Quel est l'interlocuteur ici? Alors, voilà un problème auquel on va se heurter. C'est pour terminer, si vous permettez, monsieur Bina. À ma lecture des expressions, des points de vue, le dialogue est une idée très largement partagée par toutes les strates sociales ou même sociopolitiques du Cameroun. À tous les niveaux de pouvoir ou d'influence sociale, on ressent ce besoin de dialogue. Absolument. Et pour une raison très simple. Vous voyez, quand c'était Boko Haram, on a fait ce qu'il fallait faire. On l'a buté dehors. Mais là, il s'agit des Camerounais en face des Camerounais. Donc nous sommes obligés de nous parler. On est obligés de se parler. Alors on se parle comment, candidat Cabral? Ben c'est là tout le génie politique. On se parle lorsque, et là, on cesse de tirer les uns sur les autres. Ça, c'est une chose. Oui. Et sur ce point, quand je dis qu'il faut déposer les armes, partout dans le monde, quand on convient de déposer les armes, ça se fait simultanément. Sauf, on ne va pas dire à l'État de déposer les armes. L'État range les armes, de toute façon, puisque c'est l'État qui détient les armes. S'il sent qu'il n'y a plus de menace en face. Et de l'autre côté, on prend l'engagement d'arrêter. Et d'ailleurs, il arrive des cas de figure où on convient d'un cessez-le-feu, et parfois l'un des camps continue. Et dans ce cas-là, c'est pour ça que je vous ai dit dialogue ou désarmement. Et quand je dis dialogue ou désarmement, c'est que l'État doit pouvoir se donner tous les moyens de désarmer. Et vous savez très bien que c'est l'un des problèmes d'ailleurs qu'il y a dans cette région. Parce que peut-être ça, on en parlera tout à l'heure. Parce qu'en même temps, lorsque vous demandez aux militaires d'effectuer un certain travail, il faut bien que l'équipement qui permet d'effectuer ce travail-là accompagne la mission qui est donnée. Mais bon, ça c'est des questions beaucoup plus délicates, peut-être en d'autres occasions. Moi je voulais juste, puisque je vais prendre la métaphore, en fait, je ne sais pas si c'est la bonne figure de style, de l'élève ou de l'enfant, puisque je sais que vous êtes à l'éducation de base. Si votre enfant, la maîtresse, comme on appelait à notre époque, vous appelle et vous dit, ah ben votre enfant joue dans la cour, s'est fait piquer par un clou. Il faut de l'alcool et de la bétadine. Vous dites, ah ben, on n'est pas obligé. Après, on vous appelle, on vous dit, mais non, ça s'est infecté, c'est déjà le tétanos. C'est à ce moment que vous apportez l'alcool et la bétadine, il est tard, au lieu d'apporter l'antitétanique. Après, on vous dit, mais non, ça s'est gangréné. Il faut maintenant amputer. Eh bien, c'est là que vous apportez l'antitétanique, il est tard. Après, on vous dit, mais il est en train de mourir, et c'est là que vous venez amputer. C'est exactement ce qui s'est passé. Je prends un exemple clair, puisque vous avez cité quelqu'un qui est là, le ministre Jacques Famendongo, sur la question des enseignants de l'enseignement supérieur. 2 ans au moins avant l'éclatement de la crise en novembre 2016, des commissions interministérielles se tenaient, les résolutions avaient été adoptées et ces résolutions avaient été validées à l'enseignement supérieur dont je parle parce que je maîtrise mieux que d'autres peut-être départements celui-là, mais encore qu'aujourd'hui j'ai fait l'effort de maîtriser ce qui se passe partout. Ces documents-là ou ces résolutions ont disparu de la circulation jusqu'à l'éclatement de la crise pour qu'on aille les chercher. Souvenez-vous. C'est quand même parti du ministère de l'Enseignement supérieur. Mais c'était parti de l'Enseignement supérieur et c'était au premier ministère. Je sais de quoi je parle. J'attends d'ailleurs que vous me confirmiez le contraire. Bien plus, puisque vous avez visiblement la mémoire sélective, M. Ndonsoumet, vous ne vous rappelez certainement pas des propos de certains membres du gouvernement, vos collègues. Hier, certains ne l'étaient pas, ils le sont devenus, mais attendez. Je me rappelle encore des propos tenus par le ministre de la Justice en visite dans la diaspora. Que n'avait-il dit des revendications? Pour que tout honte bu, quelque temps après, il vienne dire exactement ce qu'il avait désavoué 1 ou 2 mois plus tôt. C'est ce cafouillage qui pose problème. C'est bien de dire on a satisfait les revendications corporatistes
mais quand la situation a métastasé et que c'est devenu intenable. Et c'est justement ce type de gouvernance. Oui. Je vous ai déjà dit ce qu'on va faire. Si vous voulez, je décline davantage. Mais c'est ce type de gouvernance qu'on ne peut plus s'autoriser dans un pays. Lorsqu'un problème se pose, M. Bihina, c'est parce qu'on a un président qui est président de tout, mais responsable de rien, justement. Parce que si en chef de famille, il pouvait s'arrêter par moment, aller vers les enfants qui pleurent. Vous ne pouvez pas avoir envoyé un premier contingent, il échoue. Un deuxième, il échoue. Un troisième, il échoue. Cabral? Mais je vous dis que ce qu'on fait maintenant, c'est qu'il faut un chef dans ce pays qui règle des problèmes parce qu'il écoute ce que disent les Camerounais. Dans l'immédiat, là, qu'est-ce que vous préconisez? Mais dans l'immédiat, c'est-à-dire là, maintenant, M. Bihina, c'est le 7 octobre, octobre que je serai élu. Donc sur les questions d'immédiateté, vous me ferez le plaisir de poser la question à M. Ndonsoumet. D'accord. Et M. vous voulez réagir? Oui, quand même. Il faut un chef qui règle les problèmes. Mais le chef ne fait que ça, régler les problèmes. On voit comment ça se passe. Non, tout à l'heure, là, vous n'avez pas remis en cause ce que j'ai dit, à savoir, quand on observe ce qui s'est passé dans cette histoire, il y avait manifestement un agenda caché. Quand il y a un agenda caché, quelles que soient les mesures que le gouvernement peut prendre, on poursuit son agenda. C'est bien ce qui s'est passé. Il n'y avait ni Granden, ni tétanos, ni métastase. C'était un agenda caché. Et vous le savez très bien, vous êtes un homme cultivé. Je sais que vous le savez. C'était un agenda caché. Et vous le savez très bien, vous êtes un homme cultivé. Je sais que vous le savez. Vous vous baladez certainement de temps en temps dans ma tête, mais là vous vous trompez. Nous nous connaissons, Monsieur Libye, ce n'est pas la première fois qu'on est face à face. Ah ben, si on est deux fois face à face et qu'on se connaît, nous nous connaissons très bien. Vous allez vite quand même, Monsieur le ministre, mais bon, je vous conseille. Il y avait un agenda caché, et vous le savez. Donc, quelle que soit la bonne disposition d'action du gouvernement, c'était un agenda caché. C'est pour ça que toutes les mesures que le gouvernement a prises n'ont pas pu faire l'effet souhaité si ça n'avait été qu'une simple revendication socio-professionnelle. C'est pour ça que ça ne s'était pas arrêté là. Et ce qui se passe aujourd'hui confirme ce que je suis en train de dire. D'où viennent les armes? Mais c'était quoi l'agenda caché pendant qu'on y est? Ce qui se passe aujourd'hui, l'irrédentisme, les mouvements sécessionnistes. C'est pour ça que vous avez jeté Agbobala et autres en prison pour les libérer? Parce que vous vous êtes rendu compte que vous les avez arrêtés pour rien? Non, lorsqu'on n'a pas vous privant vous-même d'interlocuteurs, c'était ça l'agenda? Non, lorsqu'on est interlocuteur, M. Bihina, il y a des règles. Là où nous sommes assis là, il y a des règles, nous communiquons selon certaines bases. C'est pour ça tout à l'heure j'ai failli vous reprocher de vouloir changer les règles du jeu en cours de... Bon, on ne va pas revenir là-dessus. Vous avez eu la bonhomie de vous ressaisir. Non, c'est parce que il y avait déjà un projet. Et c'est pour cela que, quelles que soient les actions que le gouvernement pouvait prendre, il fallait avancer. Mais maintenant, nous savons ce qui se passe. Alors, la lutte pour une cause apparemment noble, d'après eux, s'est transformée en système de rapine, d'assassinat, de destruction des biens et publics et privés. Aucun citoyen du Nord-Ouest ou du Sud-Ouest actuellement ne se reconnaît plus dans toute cette affaire. C'est ça la Et là, l'État doit donc faire son travail. Oui, on l'a déjà dit, l'État doit faire son travail. Monsieur le ministre, on l'a déjà dit. J'aimerais quand même vous entendre dessus. À notre grief récurrent sur la régionalisation, l'accélération de la régionalisation. D'autres parlent de décentralisation. Oui. D'accord, la décentralisation a été amorcée. Ce serait mensonger de dire que rien n'a été fait. Il y a eu des avancées. Tout de même. Mais d'aucuns demandent vraiment une accélération et de la décentralisation et du passage au deuxième échelon de la décentralisation avec cette mise en place des conseils régionaux et du fait que, par exemple, on entend aussi dire cela, que les délégués du gouvernement ne soient plus absolument nommés parce que parfois certains sont inamovibles. Restent là 10 ans, 15 ans, sans parfois produire des résultats, comme le délégué du gouvernement de Yaoundé. Tous ne sont pas performants comme lui, mais ils sont là, ils ne rendent pas des comptes, ils sont là, alors qu'il y a le choix des électeurs qui n'est pas seulement pris en compte. Alors, la décentralisation, je voudrais d'abord partir des bases
doctrinal. La décentralisation, c'est ce souci de donner un contenu à ce qu'on appelle en sociologie politique la notion d'affaires propres. La notion d'affaires propres signifie que, au-delà des besoins que l'on peut circonscrire dans tout un pays, il y a des spécificités identitaires qui font que les besoins ne sont pas nécessairement les mêmes sur l'ensemble du territoire. Il y a des besoins spécifiques à certaines parties du territoire. Et c'est ce soufflet identitaire particulier qui fait que, au-delà des actions qui peuvent être menées au niveau de l'État central, que des possibilités soient données à des communautés de base pour pouvoir entreprendre ces autres actions spécifiques qui constituent des réponses à leurs propres problèmes. Je continue, s'il vous plaît. On est d'accord sur ce cadre théorique. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui a été fait? Beaucoup a été fait. Beaucoup ce qu'on a été demande fait. maintenant, Oui. mais pourquoi ne pas accélérer ce qui reste à faire? Mais, je vous renvoie à la lecture de la circulaire portant sur la préparation du budget de cette année. Quelle est la première phrase de cette circulaire? Et il sourit parce qu'il a lu. Monsieur Louis, je vous ai bien dit qu'il sait beaucoup de choses. Bon, alors, le chef de sûr, je l'ai lu. Mais j'ai eu le même sourire en la lisant. La toute première phrase, l'accélération de la décentralisation. Alors, cette demande vient après la création. Cette demande vient après la création de tout un ministère chargé des questions de décentralisation. Monsieur Biyina, la décentralisation n'est pas une affaire de 2-3 ans. Jusqu'à présent, les plus vieux États du monde sont encore dans des processus de décentralisation. Les États-Unis sont devenus un État indépendant en 1776. Jusqu'à présent, plusieurs siècles après, des actions de décentralisation sont menées. Mais au Cameroun, on voudrait que tout se passe en une journée, en un an ou en 2 ans. Non, ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. Ça n'est pas vrai. Oui, en fait, c'est... Bon, évidemment, il peut le faire parce qu'il n'est pas candidat. Ce mépris vis-à-vis des Camerounais. Mais c'est les faits. Il vous dit qu'un texte, la Constitution, qui date de 1996, rendu en 2018, c'est un jour. Alors, la décentralisation, M. Ndonsoumen vous parle de considération doctrinale quand il fuit la question que vous lui posez. J'ai répondu à la question, miroir aux alouettes, M. Ndonsoumen. Puisque vous faites des comparaisons, c'est bien d'aller chercher très loin les États-Unis parlant d'indépendance au lieu de parler de décentralisation. Moi, je vais vous dire ce qu'il en est de votre décentralisation. La dotation, elle représente 0,30% des recettes de l'État du Cameroun. C'est quoi? Je ne vais pas vous donner le chiffre. Vous ne le connaissez pas. Si, je le connais. Je vous l'ai donné. Je le connais parfaitement. Je vais vous le prouver. C'est faux. Je vous ai entendu dire ça aujourd'hui dans la rediffusion d'une de vos interventions à Vision 4. J'étais assis à côté de mon épouse. J'ai dit, voilà, il fait ça parce qu'il n'a pas un contradicteur en face de lui. Maintenant, vous êtes là. Bon, alors, quel est le bon chiffre? Je ne vous le donnerai pas. Ok. Parce que vous risquez, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je vais vous risquez aider. de l'utiliser à d'autres fins. Mais je vais vous donner des petits exemples. Alors, je crois que j'avais encore la parole. Mais écoutez, laissez-moi vous édifier sur des choses, M. Ndonsoumen. Ne nous perdez pas du temps. Vous avez posé un problème. Je vais vous dire la source. Je n'ai pas répondu. Je vais vous dire la source. Depuis 6 ans. La source, c'est un document du ministère de la décentralisation. Une étude que vous-même, vous avez commandée. Ce qui a été fait. Je vais vous donner ce qui a été fait. Depuis, en l'espace de 6 ans, 83 milliards au titre des taxes communales sous péréquation ont été versés aux communes. 83 milliards. Okay. Et ce n'est pas tout. 25 milliards sont versés chaque année aux communes pour leur... Non, mais parce qu'il dit que rien n'a été fait. Je suis en train de lui donner des chiffres. Il paraît qu'il aime les statistiques. Il n'est pas le seul. Je lui en donnerai. Hein, d'accord, on l'écoute et puis vous allez réagir. Oui. Non, en fait, je me suis tué non pas parce que ce qu'il disait manquait d'intérêt. Enfin, il doit avoir un intérêt à le dire. C'est parce qu'on ne peut pas parler tous les deux au même moment, par respect pour l'aîné qu'il est. Vous vouliez des réponses et je voulais vous les donner. Monsieur le ministre, vous le laissez parler. Tout à fait. Okay. Non, moi je suis heureux que vous donniez des chiffres, sauf celui qu'il faut donner. Donc vous me donnez des chiffres, mais vous refusez de donner celui que vous ne connaissez pas. Je vous dis encore. Je le connais. Je vous dis encore, il n'y a pas une honte à ne pas savoir, monsieur le ministre. Je le sais. Vous allez chercher le document. Bon, monsieur le ministre, laissez-le. Je voulais simplement vous dire, moi ce que je voulais ajouter,
en toute cordialité, c'est que puisque vous aimez les comparaisons, allez chercher quel est le pourcentage de la dotation en Côte d'Ivoire, pays à développement comparable, c'est 7%. Au Rwanda, c'est 11%. Au Ghana, c'est 10%. C'est des pays, je prends des pays de développement comparables, je ne veux pas aller chercher plus loin. Et ça, c'est des pays qui sont entrés dans la décentralisation longtemps après le Cameroun. Donc, vous pouvez toujours essayer de justifier votre médiocrité en disant les États-Unis étaient indépendants avant toute notre naissance à nous tous. Je pense que si les Camerounais, là où ils sont, la crise anglophone, elle nous accable tous. Et je vous dis que l'une des causes, c'est l'hypertrophie de l'État central. Alors, qu'est-ce que ça coûte d'appliquer une constitution depuis 1996? Qu'est-ce que ça coûte d'appliquer des lois qui ont été votées depuis 2004? Ça ne coûte rien. Mais vous refusez de le faire. Parce que c'est de la mauvaise foi politique. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, vous êtes amoureux d'un président, président de tout, mais il n'est responsable de rien. Alors, messieurs... Vous m'avez promis de me laisser répondre. Oui, vous allez répondre, Nous sommes encore là pour au moins une heure. Alors, je voudrais simplement enrichir le débat avec d'autres contributions, puisque la campagne électorale, c'est également un marché des idées. Je voudrais vous citer deux compatriotes qui se sont exprimés sur cette problématique, notamment le professeur Ndoa Biwole, qui a écrit une lettre ouverte aux candidats, où elle pose un certain nombre de problèmes, notamment un des points, c'est la décentralisation. Alors pour elle, la décentralisation n'est pas seulement le transfert des crédits aux maires, il faut avoir un véritable objectif de gouvernance locale, sinon les problèmes décrits au niveau central vont se retrouver au niveau local. C'est ce que dit le professeur Viviane Ndoa Biwole dans cette lettre écrite aux candidats. Je voulais également relayer dans ces problèmes de gouvernance les propos de François Kenfa, qui est secrétaire exécutif de la plateforme Inclusive Society pour une meilleure participation politique des personnes handicapées. Ces personnes handicapées ont envoyé un mémorandum aux candidats à l'élection présidentielle et, entre autres préoccupations, ils relèvent la création des filières spécialisées dans les écoles normales et grandes écoles. Et cette plateforme revendique 58 000 électeurs handicapés et demande donc aux candidats d'en tenir compte. Alors, messieurs, nous continuerons de... Oui, sur la question du handicap, effectivement. C'est vrai que... Ah oui, si vous permettez. Hein. Oui, juste après, parce que c'est une question cruciale. Et là, on revient sur des choses. Ça, c'est la question de la sécurité. Et là, vous savez, là, on parle de sécurité sociale, on parle de protection sociale. Et la question du handicap, c'est une question sérieuse. Et je voudrais donc rassurer que pour nous, c'est une question qui est importante. Vous savez, il y a un rapport de l'OMS qui date de 2014, qui chiffre la population mondiale de handicapés à 15%. Et au Cameroun, selon les associations qui y travaillent, c'est environ 3 millions de personnes. Et il y a, et c'est juste l'interpellation que je voulais vous faire, je me suis rendu compte que 47% des personnes handicapées au Cameroun, c'était des sourds-muets. Et souvent, dans les émissions que nous faisons en période de campagne comme celle-ci, nous ne pensons pas aux traducteurs en langage de signes. Et du coup, eux, qui n'entendent pas, sont complètement coupés de tout ce qui s'y passe. C'est une suggestion que je voulais vous faire peut-être pour les prochaines émissions. Merci, candidat. Mais il faut quand même... on va, parce qu'il y a d'autres enjeux importants de la vie nationale. Il y a la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, mais il y a aussi que nous sortons progressivement d'une guerre dans la région de l'extrême nord, où le Cameroun a gagné la guerre grâce à notre vaillante armée qui a permis de sécuriser nos 400 km de frontières avec le Nigeria en boutant l'ennemi hors du territoire à chacune de ces attaques. Mais il y a aujourd'hui, messieurs, l'enjeu de la reconstruction. L'extrême nord était une région extrêmement prospère, mais elle a beaucoup souffert de cette guerre. L'extrême nord, c'est plus d'1 million d'électeurs. Donc si Cabral veut être élu, si le président Biya veut être élu, il faut gagner à l'extrême nord quand même. Et donc, qu'est-ce qu'on vous promettez à ces populations en rappelant que le gouvernement a répertorié 1300 projets prioritaires à réaliser en urgence pour la reconstruction de l'extrême nord qui a été éprouvée dans cette longue guerre. La parole à qui veut la prendre? Je vais la prendre, M. Bin. Le gouvernement de la République est déjà au travail depuis longtemps sur cette question de la reconstruction dans l'extrême nord. Je voudrais vous donner quelques éléments d'appréciation.
Cette année, le chef de l'État, à travers ses hautes instructions, a prescrit un plan d'urgence en ce qui concerne l'éducation de base pour essayer de résoudre le problème de tous ces enfants qui ont été déplacés de manière accidentelle, qui s'élève à près de 4 milliards de francs CFA. Avec ces 4 milliards, qu'est-ce qu'on a pu faire? On a construit 208 salles de classe, 87 blocs latrines et 56 forages. On a fabriqué 6240 tables bancs, 208 bureaux de maîtres. On a octroyé des paquets minimums, des primes spéciales de motivation aux enseignants. On a payé des frais d'examen pour les élèves déplacés. Ça, c'est sur le plan de l'éducation de base. Il y a des mesures qui ont été prises, des mesures incitatives pour les investissements privés. Il y a ce qu'on appelle les dépenses fiscales. Mais en réalité, dépenses fiscales, ici, c'est une manière de dire que lorsque l'État renonce à certaines recettes fiscales, c'est ça qu'on appelle les dépenses fiscales. Il y a des mesures incitatives pour certaines entreprises qui s'installent. Et donc la reconstruction en bonne voie? Elle est en très bonne voie. J'allais vous dérouler l'ensemble de mesures, mais on n'aura pas tout le temps. Donc le gouvernement est au travail. Le gouvernement n'a pas attendu. Le gouvernement a déjà commencé. Le gouvernement travaille déjà pour la reconstruction de l'extrême nord. Cabral, à l'extrême nord, il y a cet enjeu également des repentis, les anciens combattants de Boko Haram, qui sont des Camerounais, qui étaient partis, qui avaient pris les armes contre leur pays, mais qui sont repentis, ils ont décidé de revenir. C'est un processus délicat. Alors, c'est effectivement un processus délicat. Je commence par ça, avant de revenir peut-être à la question principale. Parce que justement, en séjour récemment dans l'extrême nord, je suis allé dans le camp de Minawaou et je me suis rendu compte qu'effectivement, à proximité des autres réfugiés, vivaient ces Boko Haram repentis, comme on dit. Et je peux vous dire que c'est une situation qui est quelque peu délicate là-bas, parce que les populations tout autour vivent dans un état psychologique frileux en permanence. C'est un problème réel. Mais bon, le juriste que je suis dans une autre vie, c'est que l'aveu est une circonstance atténuante. Mais il faut un suivi de ces personnes repenties, un suivi psychologique, ce à quoi je m'engage d'ailleurs. Parce que c'est des personnes qui ont vécu dans des environnements psychologiquement polluants et on n'est pas sûr qu'en les réintégrant brutalement dans la société, en fait, tout de suite, tout de go dans la société, que nous ne courions pas d'autres risques. Et puisque je parle d'encadrement psychologique, moi je pense à ces militaires qui ont été, et c'est le lieu encore de les féliciter pour leur bravoure, le travail qui a été fait dans l'extrême nord, le travail de contention de Boko Haram. Et il y a aujourd'hui que beaucoup de militaires qui y étaient reviennent, et pour ceux d'entre vous qui nous regardent et qui se sont intéressés à la question, qui en ont croisé quelques-uns, ils se rendent bien compte qu'il se pose un problème de suivi psychologique des militaires qui y étaient. Parce que, vous savez, il y a eu... Moi, j'aime pas beaucoup aborder les questions de l'armée. À la direction du pays, on saura comment faire ces choses-là. Mais il y a des règles en la matière. Vous savez, sur un théâtre de guerre, le temps de relève, c'est 3 mois. Et lorsque vous ne respectez pas le temps de relève de 3 mois, alors lorsqu'on a été sous le feu de l'ennemi, sous le soleil accablant, comme c'est le cas à l'extrême nord, quand on sort de là 8 mois, 1 an après, on est psychologiquement instable. Et il faut nécessairement un suivi de cela. Et puisque vous parlez de reconstruction de l'extrême nord, autant j'ai envie de dérouler très vite des choses, peut-être qui ne sont pas écrites chez moi, mais qui sont peut-être plus pensées, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas y aller avec beaucoup de légèreté. Parce que même si on évoque aujourd'hui la question, la victoire, c'est-à-dire la contention, c'est le terme que je préfère employer, il faut savoir que si vous allez ce soir à l'hôpital de Mora, vous allez découvrir des choses. Ceux qui vous écoutent à Gansé, à Goudouzou, à Blangwa et autres, qui continuent à vivre dans une situation, savent très bien que c'est toujours très délicat. Ça, je vous envoie, j'y étais récemment dans la zone de Guidère, en passant par... En fait, vous allez vous rendre compte que c'est toujours très délicat. Et il y a des choses qui sont même plus compliquées ou plus complexes. C'est qu'il y a beaucoup de terrains de guerre, certes, Boko Haram n'y est plus, mais il y a des mines.
Et même, il y a des sous-munitions, comme on dit, c'est-à-dire des balles et autres qui sont restées. Il y a un travail de déminage qu'il faut opérer. Parce qu'il y a un travail socio-économique à faire, la reconstruction. Par exemple, nous, on prévoit la reconstruction, évidemment, par l'agriculture. L'extrême nord, par exemple, c'est scientifiquement établi que par l'ensoleillement, la qualité du sable, par exemple, la reproduction des poissons, elle est très rapide. Des lacs artificiels, là-bas, sortiraient les gens de la pauvreté avec des usines autour. Ça, c'est un autre débat, mais il y a un train de mesures qu'il faut prendre. Et parfois, j'ai l'impression que, en fait, je m'adresse aux Camerounais en leur disant, il est peut-être temps de confier ce type de charge à des personnes plus soucieuses de l'humain. Il y a déjà, puisque vous parlez de lac artificiel, il y a la digue de Maga, dont le poisson est extrêmement délicieux. Je sais de quoi je parle. Monsieur Bina, oui. Je viens de vous donner des faits. Pendant que Monsieur Liby est dans la spéculation, parce qu'il aime bien ce jeu-là, moi j'attends, puisqu'on continue, qu'il me dise souvent de quelle manière il va mettre en œuvre ces solutions. Pendant qu'il fait la spéculation, moi je vous dis ce que le gouvernement fait déjà. Et toutes ces questions qu'il soulève, c'est des situations inhérentes à toute guerre, la sale guerre. Tout ce qui est guerre véhicule toutes ces situations qu'il évoque. Et le gouvernement est déjà au travail. Donc pendant que vous spéculez à ce que vous ferez éventuellement, moi je vous donne des situations, je vous dis que le gouvernement est déjà sur le terrain et fait déjà ce travail-là. Bien, monsieur, on va poursuivre le débat dans un instant en évoquant notamment les problématiques économiques, puisqu'on a parlé de l'enjeu de la paix, l'enjeu de la sécurité, mais également l'enjeu de la prospérité. Mais je propose d'abord de vivre le match des électeurs entre deux grands soutiens des deux candidats, le candidat Cabral Liby, avec son grand soutien, le président du parti Univers, le professeur Nkoum Vondo, et en face, un autre professeur, le professeur Laurent Serge Toundingwa, soutien du candidat RDPC. C'est dans la rubrique « C'est mon choix », le match des électeurs. Le premier atout que personnellement je peux détecter en mon candidat, Cabral Liby, c'est qu'au départ, il ne s'agit pas d'un politicien. Même si, avec cette élection présidentielle, il devient incontestablement un homme politique. Cabral Liby, nous sommes allés le chercher dans la société civile. Souvenons-nous qu'il est fondateur et militant d'un mouvement citoyen, 11 millions de citoyens. Cabral Liby apparaît comme quelqu'un qui n'est pas comptable du lourd fardeau négatif de la gouvernance de notre histoire politique récente. C'est donc un homme tout neuf qui apparaît dans l'arène politique et c'est pour cela que le parti Univers, dont je suis le leader, a porté son dévolu sur ce jeune homme de 38 ans. Je voudrais dire que le président Biya a beaucoup d'atouts. C'est un monsieur qui est un homme tranquille. C'est un monsieur qui connaît les Camerounais. Et je pense que c'est deux atouts majeurs d'un grand dirigeant. C'est également un monsieur qui a beaucoup d'expérience de la gestion de la cité, de la gestion des hommes et des biens, à travers un parcours très riche et diversifié. Je prendrai deux repères. Quand le président Biya arrive au pouvoir, il n'a pas eu le temps de s'asseoir sur son fauteuil de président, qu'il a rencontré immédiatement des difficultés sociopolitiques avec, à la clé, un coup d'État. Il est sorti de là à essayer de ressouder l'unité et l'intégration nationale. Parce que beaucoup de gens oublient. Et au moment où il a pensé continuer dans la prospérité que connaissait notre pays,
la crise économique est arrivée. Et cette crise a tellement duré, elle s'est transformée immédiatement après son déclenchement, quelques 3 ans après, en une crise sociopolitique. Et c'est pour ça que le président Biya doit être le candidat. C'est qu'il a géré tous ces événements et le Cameroun n'a jamais sombré. Qu'on cesse de nous rabattre les oreilles avec cette histoire d'expérience politique. Lorsque le président Obama accède à la tête de la plus grande puissance du monde, a-t-il au commencement une expérience de chef d'État? Lorsque le président Ahidjo accède au pouvoir suprême en 1960, a-t-il une expérience de chef de l'État? Oui, souvent on a besoin des hommes sans expérience. Il faut comprendre que dans la vie des nations, à un moment donné, on a toujours besoin d'un souffle nouveau. Et ce souffle est incarné par mon candidat Cabral Libye. Expérience de quoi? On nous rabat les oreilles avec cette histoire. Je pense que la somme d'expériences cumulées par le président de la République, son passage par devers toutes ces situations difficiles que j'ai citées, impose aux Camerounais qui réfléchissent et qui pensent au devenir de son pays, de laisser que cet homme sage-là puisse nous permettre de sortir de ces situations comme il l'a fait par le passé. Nous sommes retombés à la veille de ces élections dans une crise sociopolitique tridimensionnelle. Boko Haram, la frontière orientale du Cameroun avec les événements de Centrafrique qui ont impacté sur la vie de nos populations. Et aujourd'hui, depuis 2016, la crise dite anglophone. Pensez-vous honnêtement qu'il faille aller donner le Cameroun aussi délicat aujourd'hui entre des mains inexpertes? Je dis non. J'entends certains dire que le Fundi est le bastion imprenable du candidat Paul Biya. J'aime à dire à ceux-là que Yaoundé, c'est la capitale de tous les Camerounais. Et les Camerounais qui y vivent viennent de tous les 4 coins du Cameroun. J'ai envie de dire de toutes les 10 régions du Cameroun. J'ai envie de dire que derrière Cabral Libye se trouve le parti Univers avec un leader, Nkumvondo qui vous parle, qui a son cordon ombilical enterré à 30 km de Yaoundé. Mais je suis en Ngaoundéré. À partir de Ngaoundéré, il faut bien comprendre que sur le plan démocratico-cosmogonique, nous pouvons empêcher Paul Biya d'atteindre le palais de Tudik ou alors de s'y réinstaller en faisant appel au génie de la forêt située sur la route de Mbalmayo. Question de permettre à notre candidat Cabral Libye, qui est le candidat de tous les Camerounais et non le candidat du Fundi, d'accéder au palais d'Étudier. Pour dire que la bataille pour la conquête du Fundi sera rude. La bataille sera rude parce que tout le monde aura envie de profiter de ce climat-là, de cette ambiance où on accepte tout le monde pour essayer de glaner des voix. Il ne faut pas que les gens oublient que les populations du centre en général et du Fundi en particulier, dont je fais partie, sont des populations qui sont très accueillantes, qui vivent en parfaite symbiose avec les Camerounais de toutes parts. Je pourrais citer l'exemple de la briqueterie, qui est aujourd'hui séculaire, parce que les différents régimes qui se sont succédés au Cameroun ont surfé sur cette intégration dans le centre, donc ont toujours été en harmonie avec les populations du centre, les populations de Yaoundé et de Fundi qui abritent donc la capitale du Cameroun. C'est la raison pour laquelle le président de la République, qui est un promoteur de ces idées de paix,
d'intégration nationale, de vivre ensemble, de symbiose entre Camerounais, est aimé par ces populations. Bon, si d'autres candidats, d'autres Camerounais le lui discutent, c'est bien. On est en démocratie, mais le centre et l'Omfundi, bien qu'étant aussi cosmopolite, reste fidèle à l'homme qui incarne le mieux ces idéaux de paix, d'intégration et de vivre ensemble pour l'instant au Cameroun. Deuxième séquence de 100% politique ce soir, l'économie. Et messieurs, dans un pays qui nous est culturellement proche, la France, pour ne pas le nommer, un président nouvellement élu avait conditionné une nouvelle candidature à l'inversion de la courbe du chômage. C'est dire combien la création d'emplois est vitale dans un pays. Alors, plusieurs statistiques au Cameroun, de l'Institut national de la statistique et d'autres sources font état d'un taux de chômage qui est aussi, selon les sources, entre 4 et 13%, d'au moins près de 100 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi chaque année. Et pour l'année dernière, le gouvernement camerounais a créé 398 000 emplois, l'année d'avant 318 000 emplois. Selon les statistiques données par le chef de l'État lui-même. Cabral Libye, dans son programme, annonce la création d'au moins 1 million d'emplois, si j'ai bien suivi. Alors j'ai envie de vous demander, Cabral, comment allez-vous créer ces emplois? Voilà. Alors il y a un train de mesure, évidemment. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de la spéculation. Nous nous sommes rendus compte que parfois, pour provoquer l'inversion des choses, ce n'est pas forcément même dans l'avenir qu'il faut chercher, il faut se ressourcer. Et notre plan est quinquennal. Vous l'avez compris, nous nous inspirons du prédécesseur au président Biya, le président Aïdjo. Et nous nous inspirons aussi de la révolution verte. Parce que ce n'est pas par hasard que ce pays a fait 10% de croissance en 80 et 17% en 81. On est d'accord sur les chiffres. Révolution agricole. Mais peut-être avant, je préfère commencer par la question cruciale qui est sous-jacente à celle que vous posez, celle du financement. C'est qu'on vous dira toujours, vous prendrez l'argent où? Première chose que nous ferons dès janvier 2019, c'est de rééquilibrer la dépense budgétaire en situant les dépenses d'investissement à 43%, les dépenses de fonctionnement à 44% et le service de la dette à 13%. Vous l'avez compris, première chose, pour faire des économies dans ce pays, avec le budget actuel, c'est-à-dire je pars des calculs sur le budget actuel, simplement en rééquilibrant la dépense budgétaire, vous avez dégagé des économies de 720 milliards, portant votre capacité d'investissement, votre enveloppe d'investissement à 2016 milliards. Là encore, on en est à l'arithmétique. Peut-on réduire le train de vie de l'État? Évidemment, oui. Je veux toujours qu'on m'explique pourquoi la présidence de la République avait un budget de 700 millions en 1980 et aujourd'hui en est à 53 milliards. Je veux toujours qu'on m'explique. Le budget de l'État était de combien en 1980? Voilà. Il faut mettre ça évidemment en parallèle. Mais bien sûr, c'est une question de proportion. Tout comme il faut qu'on m'explique quand même pourquoi la présidence a 4 milliards de budget de carburant, c'est-à-dire 1 milliard de plus que la police. Il y a des postes de dépenses qu'il faut réduire. On n'est même pas encore à la création. Je vous parle des recettes, des économies qu'on peut faire. Je ne parle pas de recettes, des économies qu'on peut faire. En réduisant le train de vie de l'État sur toutes ces mesures dispendieuses, liées aux missions, liées à tout ce que vous pouvez lister, au carburant, donc pourquoi on n'a pas assez réduit? Parce que depuis deux exercices budgétaires, on est... Mais non, on n'a pas assez réduit. Parce que l'une des façons de réduire, c'est d'éliminer des postes de dépenses. Moi, je vais vous dire, puisqu'on parle d'économie, et j'ai vu le ministre Etundi Ngwa tout à l'heure, malheureusement, il a la tête d'un ministre que nous, on va faire disparaître. Parce qu'il faut simplement faire jouer son rôle aux chambres consulaires. Et vous allez faire quoi, notamment, des PME, mais non, leur rôle catalyseur dans la création des emplois? Mais là encore, on n'invente pas la roue. Lisez le texte de 2001 qui régit le fonctionnement de la chambre de commerce et d'industrie. Vous découvrirez qu'avec, il suffit de faire jouer son rôle à cette chambre, qui joue un rôle mais alors incroyable et extraordinaire dans tous les pays du monde, en termes de promotion de l'investissement, en termes de formation, en termes d'organisation, de levée des verrous qui gangrènent le secteur privé.
vous n'avez plus besoin de l'API, vous n'avez l'agence de promotion des investissements, vous n'avez plus besoin du Conseil économique et social, parce que toutes les attributions, on n'a même plus besoin de ce ministère. Donc, on va réduire la taille, mais évidemment, alors autre chose qui va vous faire rire, parce que nous, on va réduire la taille des ministères à 15. Et la simulation est faite, avec tout ce que ça génère comme économie, c'est dans les 720 milliards. Revenez à l'environnement institutionnel au Cameroun. Et là, je vous renvoie encore à un texte qui existe. 15 le ministères, rapport, mais oui. Il y en aura quand même un par région, parce que la géopolitique au Cameroun aussi... Mais écoutez, ça fait partie des choses dont il faut se départir. On calcule sur les têtes des individus parce qu'ils sont étonnés ou ceci. Non, on travaille sur l'efficacité. Vous avez lu notre projet de société, un service public de performance. Mais je voulais vous inviter à lire le rapport thématique de la Chambre des comptes de 2009. C'est un vieux rapport. Il commence à dater. C'est d'ailleurs, je crois, le dernier rapport thématique sur les établissements publics administratifs et sur les entreprises publiques au Cameroun. Et c'est la Chambre des comptes qui vous dresse la liste des gouffres à sous au Cameroun. Vous découvrez des entreprises publiques dont le rôle n'est connu de personne. Et même la Chambre des comptes est incapable d'établir les comptes de ces entreprises. Parfois, l'État a des parts là-dedans. Comment les parts sont gérées? Où est-ce que ça va? Quel est l'apport dans le budget? Personne ne le sait. Il suffit de réduire les postes de défense. Et dès que vous l'avez dégagé, ces économies, vous pouvez financer un secteur porteur d'emploi comme l'agriculture. Nous parlons de la révolution verte, puisque nous mettons 500 milliards par an sur les économies dégagées. Vous financez un secteur d'employabilité extraordinaire, le numérique, en créant un fonds de développement dans ce secteur. J'y reviendrai tout à l'heure. En y mettant 50 milliards, ça a l'air d'un jeu. Il faut partir simplement des économies. Ok, on va revenir à vous. Alors, Monsieur le ministre, 398 000, près de 400 000 emplois créés l'année dernière, mais les jeunes en demandent plus. Les jeunes en demandent davantage. Non, avant ça, je veux vraiment vous prier de me laisser le temps de répondre à M. Liby, qui dit beaucoup de choses pour épater ceux qui l'écoutent. Je voudrais d'abord préciser que la politique n'est pas un exercice intellectuel. La politique est l'expression d'un rapport de force. Il a le beau rôle. Je vais prélever ici, je vais mettre là-bas. Mais qu'est-ce que vous allez faire du fonctionnement de l'État? Parce qu'à vous écouter, ça sonne très bien à l'oreille. Je veux réduire 15 ministères. On ne réduit pas l'administration. On sent que vous n'avez jamais exercé ni le pouvoir d'État, ni le pouvoir administratif. J'envie votre jeunesse pour le temps qu'il vous laisse, je présume, encore à vivre. Mais ça devient un inconvénient lorsqu'on n'a aucune expertise d'exercice du pouvoir d'État. Lorsqu'on doit arbitrer sur des situations qui se posent, lorsqu'on doit trouver des solutions aux problèmes sociaux. Je vais partir de quelque part. La forte crise qui frappe le Cameroun, ça commence en 1986. C'est là qu'on sent les premiers signes avant-coureurs de la crise. Et cette crise rentre, elle était tellement sévère qu'elle rentre dans ce que les économistes appellent le cycle de Kondratiev, par rapport au cycle de Juglar qui est du moyen terme, 7 ou 10 ans. Nous, on a fait le cycle de Kondratiev, c'est-à-dire une vingtaine d'années dans la crise, avec une incapacité totale de pouvoir envisager le moins d'investissement. Aucun chef d'État dans le monde ne pouvait faire le moins d'investissement au Cameroun. Bon, voilà des faits historiques qui s'imposent à notre intelligence. C'est-à-dire des situations où, quelle que soit votre capacité d'action, quelle que soit votre puissance à imaginer des solutions, vous ne pouvez rien faire. On patauge là-dedans jusqu'au début des années 2000. On commence à lever la tête vers 2003, 2004, 2005. On atteint déjà vers les 5 et 6% de croissance. Ce n'est qu'en ce temps-là qu'il devient possible à ceux qui gouvernent, au président. Non, M. Bihina, c'est important. Les Camerounais nous écoutent. Il faut qu'ils sachent ce qui s'est passé. Donc, pendant près de 20 ans, le Cameroun a été objectivement en situation de ne pouvoir entreprendre aucun investissement. Parce que plongé dans une crise sévère qui n'est pas le fait des gouvernants.
Bon, alors, pour prendre un cas plus actuel, lorsque Boko Haram nous attaque vers l'extrême nord et qu'il faut engager des dépenses militaires en termes de milliards, c'est la faute du gouvernement. Lorsque la fragilisation d'un État voisin libère des énergies négatives qui installent le grand banditisme à l'Est, c'est la faute de l'État du Cameroun, c'est la faute du gouvernement. Lorsque cette crise du nord-ouest et du sud-ouest se déclenche sur la base d'un agenda caché, c'est de la faute du gouvernement. J'ai démontré tout à l'heure que malgré toutes les mesures prises par le gouvernement, c'était un agenda caché. Donc il y a des situations qui s'imposent aux gouvernants d'un pays en un moment donné où qui participent des causes exogènes et auxquelles les gouvernants doivent faire face. Donc, je veux prendre 50 millions et tout ça, c'est le vieux de l'esprit. Et je crois que les Camerounais ne sont plus naïfs. Parce qu'il y a eu un candidat comme ça, je vous en prie, M. Biyena, il y a eu un candidat comme ça en 1992 qui a failli berner tous les Camerounais parce que, profitant d'une culture politique encore embryonnaire, il déclarait qu'il va mettre le kilo du cacao à 10 000 francs. Il va supprimer les impôts. Monsieur Biyena, comment on peut gérer un État si on supprime les impôts? Alors, je voudrais que Monsieur Libi comprenne qu'au sortir d'ici, les Camerounais ne sont plus dupes. Si vous continuez à leur raconter des histoires, c'est seulement qu'il est tard. C'est les tomates qui allaient vous accueillir là. Les Camerounais ont cultivé, ils comprennent déjà comment fonctionne un pays. Alors, 50 milliards par-ci, 50 milliards, ça n'existe pas. C'est du vent, vous racontez des histoires. C'est entendu, monsieur le... C'est pas vrai. C'est entendu, monsieur le ministre. Un détail important. Justement, je voudrais démontrer aux Camerounais que ce monsieur racontait des histoires. Avec tout le respect que je lui dois. Je l'ai entendu dire à Canal 2 qu'il va offrir des services de soins dans tous les hôpitaux du Cameroun gratuitement. Alors permettez-moi, M. Biyena, de poser une question à M. Libi. Donnez-moi le nom d'un seul pays dans le monde où l'on soigne toute la population gratuitement. Un seul nom, et on parlera du reste. Le nom d'un pays, pas autre chose. M. Biyena, je dois répondre. Le nom d'un pays. Si vous voulez, vous pouvez répondre. Alors, il ne m'a pas donné le nom. Comme je respecte les aînés, je ne vais pas attribuer de pathologie à M. Ndosso. Il n'a pas donné notamment de le nom d'un pays. De pathologie auditive. Monsieur Libi n'a pas donné le nom d'un pays. Arrêtez de divaguer. Je prends donc les Camerounais à témoin. Je prends donc tous les Camerounais à témoin que vous passez autant à leur raconter des histoires. Voici un exemple. Vous n'avez pas pu donner un seul nom d'un pays où on soigne toute la population gratuitement. Ça n'existe pas. Il en est donc ainsi de tout ce que vous racontez depuis. Je veux faire. C'est pas possible. Monsieur le ministre, vous permettez à Cabral de passer un mot? Bien sûr. D'abord, il y a des pays... Je voulais le dire. Il y a des pays où on baisse les impôts. Et dans le cas du Cameroun, c'est impérieux. Parce que le secteur privé est asphyxié, M. Ndonsoumet. C'est d'ailleurs pour ça que je dis que je vais baisser l'impôt sur les sociétés de 2 points. Et je le ferai, M. Ndonsoumet. C'est 340 milliards. Le calcul est fait. Le calcul est... Oh là là, c'est très compliqué. Bon. Le calcul est fait. Maintenant, si vous m'aviez vraiment suivi... Je vous ai suivi. Et sinon, c'est en toute cordialité que je vous conseille des soins au niveau des oreilles. Parce que vous auriez certainement entendu, M. Ndonsoumet, qu'il y a une cotisation obligatoire par palier qui commence à 1000 francs par mois, selon qu'on est salarié ou travailleur indépendant. Ça aussi, je l'ai dit. J'ai même utilisé le système de prépaid. Et je vous le redis donc encore. Les 700 milliards de soins de santé qu'il faut pour couvrir cette caisse d'assurance santé seront remplis dès le 1er janvier 2019. Je le ferai simplement avec le fisc, la redirection des impôts. Et à Canal 2, j'avais dit très exactement quels étaient les impôts sur lesquels les prélèvements allaient être faits. Alors, réécoutez l'émission, c'est sur YouTube. Alors, messieurs, on vous retrouve tout à l'heure. Un détail, monsieur le ministre, donnez-lui, il va encore inventer d'autres détails. Non, cette fois, vous avez suivi Non, monsieur le ministre, un détail va appeler notre détail. Permettez que nous migrions vers nos plateformes numériques pour notre rubrique Followers. Un entracte et on retrouve notre rubrique Followers.
Elle est là, la charmante Catherine Toulou, que j'ai le plaisir d'accueillir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Aimé Robert Bina, bonsoir aux deux invités. Et bien sûr, cette fois-ci, nous irons bien jusqu'au bout de notre rubrique, Catherine. Et d'abord... Évidemment, une fois n'est pas coutume, hein, nous avons tout espoir que cette fois-ci, nous irons jusqu'au bout. Nous y sommes et nous y allons. Et d'abord, une question personnelle, Catherine Toulou, en suivant ces débats, en suivant d'autres débats, en scrutant les programmes dans cette phase de pré-campagne. Vous êtes d'abord une citoyenne avant d'être journaliste. Vous êtes déjà déterminée sur votre vote du 7 octobre? Voilà, Aimé Robert Bina, vous savez, les choses ne font que commencer. En tant que citoyenne, vous l'avez dit, j'observe. Il y a beaucoup d'effervescence chez les candidats. Certains ont même déjà présenté leurs projets de société qui sont flatteurs. Je laisse le temps de me déterminer avant le 7 octobre. Et comme vous le savez, le vote est strictement secret. Donc, pardonnez-moi de ne pas dévoiler ma tendance ce soir. Évidemment, nous avons le temps de nous déterminer et ce débat participe de cette détermination de tous les 6,5 millions d'électeurs camerounais d'ici et les 13 000 de la diaspora. Vous avez monitoré pour nous dans nos plateformes numériques depuis le début de la soirée. Quelles sont les principales réactions et tendances qui se dégagent? Alors, c'est des tendances mitigées. Malheureusement, nous n'aurons pas toutes les réactions ce soir, surtout avec l'incident du début de l'émission. Donc, je vais commencer par le thème de l'émission, les défis de la paix et de la prospérité, qui relèvent purement et simplement de la volonté politique. Là, il s'agit déjà d'un message d'un internaute. Pour cela, il faudra mettre les intérêts généraux du peuple au centre des actions publiques et politiques. C'est le véritable défi à relever. Alors, c'est le message de Vincent Guidiol depuis Yaoundé. Dans la même veine, Edgar Fontini pense qu'il faut tout d'abord consolider notre diplomatie culturelle et notre diplomatie de paix. Il faut ensuite rendre à la fonction publique son authenticité et booster, pourquoi pas, la création de l'emploi en capitalisant sur les PME, car c'est là où se trouve le foyer de l'entrepreneuriat. Paul Gio de Yaoundé affirme pour sa part qu'il faut prendre en compte la corruption qui constitue un véritable frein au développement de tous les pays, principalement le Cameroun, avant d'aspirer à la paix sociale et à la prospérité. Et le chemin est encore long. Serge Elundou de Bertois nous informe qu'il faut d'abord identifier les problèmes structurels et sociaux, économiques qui touchent directement les individus avant de prétendre consolider la paix et la prospérité au Cameroun. Hervé Kuete depuis Banjul pense que la consolidation de la paix est principalement un défi et une responsabilité nationale. Le gouvernement, les institutions et même la population doivent assumer la responsabilité de la mise en place des fondations d'une paix durable. Cette appropriation nationale du processus est donc indispensable à son succès. Et puis, Souraya Oumarou nous dit qu'il faut une stratégie concertée, comme le pense son prédécesseur Hervé Kuete de Banjul. Alors, je vais terminer ces messages avec cette réaction d'un internaute qui nous vient de Bafoussam. Il s'agit de Henri Tachou. Il se dit déçu, malheureusement, par la réaction du candidat Cabral Libi au début de cette émission. Selon lui, c'est un digne pour quelqu'un qui aspire à la haute fonction présidentielle. Y a-t-il des questions? Oui, il y a quelques questions tout de même. Alors, la première s'adresse à M. Benoît Domsouet. Alors, quelle est la solution concrète et directe au problème de corruption qui sévit au Cameroun? Vous pouvez nous répondre directement, Monsieur le ministre. Je peux? Bien sûr. Alors, la corruption est aussi vieille que le monde. Je ne vous apprends rien. Si on va puiser dans la cosmogonie chrétienne, c'est le serpent qui a corrompu Ève. C'est donc des problèmes consubstantiels à l'existence humaine. Consubstantiels à l'existence humaine. Et l'action des gouvernants consiste non pas à supprimer la corruption parce que ce n'est pas possible. Nous, au RDPC, on ne raconte pas des histoires, mais à la réduire à sa plus simple expression. Ok. Non, je ne peux pas avoir fini, monsieur Bina. C'est que l'horloge tourne, monsieur le ministre.
Il faut donc pas laisser poser des questions. Oui, mais il faut répondre, mais il faut synthétiser vos réponses. Ouais. Bon, alors, il y a la corruption est une infraction à la loi pénale. Il y a la loi qui a prévu des dispositions pour punir la corruption. Il y a des tribunaux qui sont là. Il y a des organismes de contrôle de la gestion. L'internaute veut qu'on tape plus fort, en fait, pour parler simplement. Mais alors, il faudra donc savoir, on arrête les gens, on les met en prison, on dit qu'on fait des procès politiques. On exige des preuves avant de mettre les gens en prison, on dit qu'on est complaisant. Bon, il faudrait savoir. Donc, ce que nous on fait et ce que le gouvernement pense, le gouvernement RDPC pense, c'est d'appliquer tout simplement la loi. Ok. Voilà. Y a-t-il une question pour le candidat Kawa? Oui, une dernière question à M. Cabral Libby. Alors, lorsqu'on fait l'analyse de votre projet politique, on s'aperçoit qu'il représente l'État-providence. Alors, comment finance-t-on un projet aussi ambitieux? La question est de M. Guijol Vincent, une fois de plus. On finance, d'abord je le remercie de trouver le projet ambitieux et non pas spéculatif comme un contempteur qui n'est pas très loin. On le finance d'abord en faisant faire des économies à l'État. Je viens de le dire, avec le budget actuel, il est possible de rééquilibrer la dépense budgétaire et de faire 720 milliards d'économies. On le finance également en budgétisant certaines recettes. Nous l'avons dit récemment, vous pouvez prendre simplement le cas des radars sur les axes lourds. Où est-ce que ça va? Vous pouvez prendre le BESC à l'aéroport. Où est-ce que ça va? C'est là quelques exemples. Les radars, ça va dans les caisses de l'État, hein, oui, mais bien sûr. Mais je parle de dépenses budgétisées. Parce que lorsqu'elles ne sont pas budgétisées, elles courent le risque de partir là où M. Donsoumet peut vous dire. Et puis, il y a des entreprises au Cameroun qui ne sont pas taxées. Ça, c'est un problème. Je l'ai dit récemment, c'est une poche de dépense. Comment vous pouvez expliquer que la Société Générale de Surveillance puisse faire, comme ça a été le cas au mois de juin, où il y a eu seulement à Douala de recettes douanières de 70 milliards, elle est intervenue dans 60 milliards, puisse faire 2,5 milliards de bénéfices, de recettes, sans que ce ne soit taxé? Comment pensez-vous que certaines entreprises comme la PHP ne payent pas le moindre impôt? Il faut donc élargir l'assiette fiscale et après cela, il est possible maintenant de créer en investissant, on crée de la richesse. Et ça, ce n'est pas la chose la plus compliquée. Dès que le crédit revient dans le fonctionnement de l'État, dès que la gouvernance s'installe, les investisseurs, ils arrivent. Nous, on injecte 500 milliards dans l'agriculture tous les ans, c'est 10% environ de notre budget. Ça génère de la richesse et ça finance notre projet. Merci. En réalité, contrairement au régime inerte qui a peur, parce qu'ils n'ont plus d'horizon de grandeur, ils vous disent simplement que non, dès que vous rêvez, dès que vous pensez un pays, ben non, il faut être inerte comme eux, endormi comme eux, et on voit là où se trouve le pays. C'est à vous de choisir. Merci. On va libérer Catherine Toulou parce que le débat se poursuit sur nos plateformes. C'est important ce que je voulais dire, parce que c'est direct là. Alors, je voudrais d'abord dire à M. Lévy que le temps qu'il a souvent lorsqu'il fait ses propositions, c'est comme s'il inventait l'eau chaude. Je voudrais dire à M. Lévy que la manipulation de la fiscalité comme instrument de politique économique se fait chaque année. En fonction des C'est vraiment ça que vous vouliez dire, insistant de prendre la parole? C'est pas fini. C'est pas fini, j'ai pas fini. Donnez-moi quelques secondes. Mais monsieur le ministre, on va revenir sur configurer cette émission parce que ça se fait chaque année. Ça se fait chaque année. L'État augmente. Vous insistez, vous prenez la parole pour dire ça. Monsieur le ministre, mais alors, c'est vrai, parce que vous pensez que vous faites un exploit, alors qu'en réalité, l'État le fait chaque année, soit augmente, soit abaisse, soit élargit l'assiette, soit réduit. Si vous vous énervez, c'est bien parce que vous sentez que j'ai compris que vous voulez mentir aux Camerounais. Vous voulez mentir aux Camerounais. L'État le fait chaque année. C'est des instruments de politique économique. Et l'État les utilise chaque année. Vous ne vous entendez plus, s'il vous plaît. Vous ne vous entendez plus. Ça se dit le 7. C'est pas un jeu, monsieur Nossomet. C'est de la fabulation. Monsieur, si vous permettez, on va libérer cette dame. On va être élégants. On va lui permettre de partir crânement. Merci.
chère Catherine Toulou. Merci à vous. Et on vous retrouve dans 2 semaines. Le débat, il était très riche, il nous reste malheureusement plus beaucoup de temps. On va diffuser un sujet et on va vous permettre de conclure, parce qu'on me fait des grands signes de l'autre côté. On va diffuser un sujet important, un sujet de vulgarisation sur le code électoral, avec l'enjeu de financement. Cabral a lancé un appel de fonds de 200 millions de francs CFA. Les militants du RDPC cotisent tous les week-ends, à qui mieux, dans les différentes délégations régionales. Donc, pas de campagne électorale sans argent. L'État y a pensé, c'est dans le code électoral. Jamais sans mon code, Steve Chiga. Financement de la campagne électorale, l'équation des candidats concernés n'a plus d'inconnus. Ils sont tous connus. Sur la liste, après les recours, rien n'a changé. Mais tout sera différent. 9 candidats en 2018 contre 23 en 2011. Tout compte fait, l'État financera leur campagne qui démarre le 24 septembre, comme le veut le code électoral, avec un budget estimé d'avance par la loi de finances. Selon l'article 286 du Code électoral, les fonds destinés au financement de la campagne électorale sont répartis en 2 tranches d'égal montant. La première tranche est versée après la publication de la liste des candidats. La deuxième est après la proclamation des résultats servie proportionnellement aux résultats obtenus aux candidats ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés. Tout candidat qui se désiste avant le scrutin ou qui ne participe plus à l'élection doit reverser toute la somme perçue à la première tranche au Trésor. Et si un candidat utilise les fonds perçus dans le cadre du financement public à d'autres fins, il risquera un emprisonnement, comme l'instruit l'article 292. Celui-ci s'appuie sur l'article 184 du Code pénal qui sanctionne les détournements de fonds publics. Attention, en ce qui concerne le financement public de la campagne, tout soutien provenant de l'étranger est interdit. C'est ce que dit l'article 278. Ce sont les règles de la course à la présidentielle. Messieurs, nous n'aurons malheureusement pas le temps d'évoquer les autres séquences. On va juste vous permettre de conclure. J'aimerais encore convoquer un ouvrage que vous avez certainement lu. Hillary Clinton, ça s'est passé comme ça. C'était le titre de l'ouvrage. Parlant elle aussi de sa candidature à l'élection présidentielle, elle dit aussi qu'un candidat se prépare, mature, les premières décisions qu'il va prendre. Alors, ce serait quoi votre première décision, Cabral, si vous êtes élu? Alors, vous souffrirez que je vous dise que pour conclure l'émission, le candidat doit parler le dernier. C'est le modérateur qui donne le tour de parole. Mais ça s'est fait jusqu'au bout alors. C'est vrai non, que vous avez été présentateur d'émission à une époque, mais vous le savez très bien. C'était pour vous charrier. C'est moi qui donne le tour de parole. Non, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous travaillons pour l'humain. Permettez quand même que je dise rapidement, tout à l'heure j'ai suivi le journaliste, tout fonds provenant de l'étranger, non. Personne étrangère ou organisation étrangère. C'est la lettre de la loi, je crois l'avoir bien lu. Non, une fois que nous arrivons, ce qui nous préoccupe, M. Bina, c'est la condition de l'humain. La question de la santé est pour nous primordiale. La question de la protection du citoyen, dès que nous arrivons, nous mettons dès janvier la caisse d'assurance maladie. Ça nous préoccupe au plus haut point. Et nous lançons la révolution agricole immédiatement avec le train de mesures qui va avec, rééquilibrage de la dépense budgétaire. Et pour l'assurance santé, nous allons créer très vite une caisse d'assurance santé financée par la fiscalité et financée par les contributions obligatoires des citoyens. C'est ce que nous avons donc dit à Canal 2. Ça ne veut pas dire qu'il y aura la police derrière les gens, mais tous les services publics seront subordonnés à la présentation du carnet de cotisation santé. On n'invente pas la roue et sur ce point il a raison, ça se fait déjà très bien en Côte d'Ivoire. Nous sommes allés pour le voir. Nous allons régler la question de la santé et nous allons lancer notre révolution agricole et immédiatement nous allons tendre la main à nos compatriotes de l'étranger. On ne peut pas avoir 5 millions de Camerounais à l'étranger et leur interdire
de s'épanouir véritablement au Cameroun. Nous allons lever la question de la double nationalité et puis très vite nous allons créer un guichet diaspora parce que jusqu'ici, selon un rapport du ministère de la formation professionnelle, c'est 585 milliards quand même qui nous sont venus de la diaspora en 2017. Il faut que les investissements venus de nos compatriotes de la diaspora, parce que j'ai envie de penser à Samuel Eto'o, qui est un brillant footballeur, mais qui s'est fait spolier par cet État alors qu'il voulait simplement investir. Ce genre de choses ne doivent plus jamais se passer. Alors, ça c'était dans l'hypothèse où vous gagnez. Je vous pose une question qui m'a été soufflée par un de vos militants du mouvement citoyen. Il y en a d'ailleurs très nombreux dans ce studio 2 du centre de production de la CRTV. Dans l'hypothèse où vous ne gagnez pas et que le président, à supposer que ce soit le président Biya qui gagne ou un autre, décide qu'il faut faire appel à toutes les intelligences, toutes les forces vives de notre pays, est-ce que vous serez prêt à intégrer un gouvernement? Ma réponse, elle est très claire. C'est nous qui gagnons le 7 octobre. Et je vous envoie donc poser la question. Je préfère vous envoyer parce qu'apparemment il est représenté à chacune de vos émissions. Ou alors vous demanderez peut-être à celui qui est plus proche que lui, plus proche de lui que M. Ndansoumet, si jamais vous en avez un de plus proche, vous lui demanderez si lui, il est prêt à travailler. Moi, je lui ai déjà trouvé une place. Puisque dès que nous allons faire disparaître le Sénat, nous allons créer une chambre consultative des patriarches et des anciens. Il y trouvera sa place. Voici un patriarche sur le plateau. Autre mot de fin, monsieur le ministre? Je voudrais d'abord que vous me permettiez de poser une petite question. On ne va pas recommencer le débat, monsieur non. le ministre. Concluez, s'il vous plaît. Oui, concluez, s'il vous plaît. Concluez, s'il vous plaît. Je veux conclure, ça fait partie de ma conclusion. Oui, parce que ça va devenir le ping-pong et on ne va pas en sortir. Non, ce n'est pas du ping-pong. J'ai une petite question très simple à poser. Parce que lorsque quelqu'un a pour ambition de gouverner le Cameroun, moi je m'en vais fouiller un peu dans sa vie. J'ai envie de savoir qui est celui qui va me gouverner. Alors, j'ai un peu regardé la vie de M. Liby. M. Liby a été à l'université, contractuel là-bas, avec les faveurs qu'il avait auprès de certains responsables. On lui a donné un petit espace pour faire une boutique. Il a fait la boutique. La boutique n'a pas pu être gérée, elle a fermé avant 1 an. Je parle même, le mot boutique est un mot très noble, c'était une épicerie. Alors moi je voudrais que les Camerounais me disent comment quelqu'un qui n'a pas pu tenir une épicerie pourra gérer le Cameroun. Le Cameroun, nos ancêtres que nous connaissons bien. Premier point. Deuxième point, Monsieur Liby met trop en avant sa jeunesse, etc. Je voudrais lui dire de ne pas rêver. Attali, lorsqu'il présentait son livre récemment, le titre m'échappe, je crois, sans réponse sur la gestion de la France, avait dit quelque chose d'impressionnant. C'était 2 ans avant la fin du mandat d'Hollande. Attali avait déclaré que la France, dans 2 ans, sera gouvernée par quelqu'un qui a moins de 39 ans. Et c'est ce qui s'est passé avec Macron. Ça signifie quoi? Ça signifie que le CAP 40, vous savez ce que c'est que le CAP 40, et je présume que M. Liby aussi sait ce que c'est. Et Macron était le rapporteur de cette commission Attali. Voilà, avait déjà, voilà, vous avez l'information. Il ne risque pas de dire que j'ai menti. Ça signifie tout simplement que le CAP 40 avait déjà validé que c'est Macron qui sera candidat. Je voudrais dire à mon jeune frère qu'il n'y a pas de hasard, qu'il n'ait pas la naïveté de croire qu'incapable de gérer une épicerie, il va venir gérer le Cameroun. Il a encore beaucoup à apprendre. Les Camerounais ne sont pas dupes, stupides au point de confier leur destin à des mains inexpertes qui n'ont jamais posé un acte de gouvernement. Je vous remercie. Voilà, messieurs, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Non, juste, parce que là, le débat va repartir. Non, mais juste en une seconde, vous ne pouvez pas laisser dire ce genre de choses. D'abord, la boutique de l'étudiant a fonctionné pendant 2 ans. Lorsque j'ai été recruté, affecté à l'ESTIC, elle a été confiée à M. Soné Nongene Stéphane et j'ai reçu des mains du recteur Tabi Mangaja le diplôme Ingenium pour mon activité comme leader d'étudiants, y compris la boutique. Je vous ai dit, ce monsieur a un problème. C'est vous qui avez un problème. Bon.
Alors, il me reste plus qu'à vous. Personne ne peut vérifier ce que vous dites. Moi, j'ai... Alors, messieurs, il me reste plus qu'à vous remercier. Merci au candidat Libi, Cabral Libi. Merci à monsieur Ndong Soumed, membre du comité central du RDPC, conseiller du secrétaire général du comité central du RDPC. Merci à toutes nos équipes techniques et rédactionnelles. Merci à notre réalisateur Raymond Djalindou, au directeur des rédactions TV, Madeleine Sopicotte, au directeur général de la CRTV, Charles Ndongo. Merci aux millions de téléspectateurs de la CRTV pour leurs ondes sympathiques et magnifiques. Bonsoir et rendez-vous la semaine prochaine avec la version anglaise de cette émission. Et nous nous retrouvons mardi 4 septembre. Ce sera 100% présidentiel. Bonsoir.